Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Asmodée France pour cette nouvelle émission. On est très content de vous retrouver. Bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Alors, effectivement, on a commencé à noter vos remarques. On va en prendre bonne note pour essayer de changer la musique. Alors, vous aurez remarqué que la musique n'est pas la seule chose de différent. On a le nouveau logo derrière nous. Les couleurs ont aussi un peu changé. Le studio s'est mis à jour avec toute la nouvelle identité de notre nouvelle charte. Et donc, eh bien oui, il y a un certain nombre de petits changements. Néanmoins, vous aurez bien compris qu'on est en lancement de beaucoup de choses. Tout n'est pas encore 100% bien calé. Donc oui, la musique, c'est noté, on va s'améliorer là-dessus. Alors, la musique, l'enchaînement de couleurs, là, normalement, c'est bien, c'est péchu, c'est... Ça réveille. Vous en avez pour vos petites mirettes, quoi. C'est un petit peu l'idée. Vous êtes bien connectés avec nous. Ça punch, ça punch. Pour l'émission de... Non, Lilicum. Pour l'émission d'aujourd'hui, on vous réserve une petite rétrospective, puisque, vous le savez peut-être, Asmodée, cette année, fête ses 30 ans. Et pour cet anniversaire, on a décidé de faire plein de contenus différents pour pouvoir célébrer quelque part l'histoire d'Asmodée. L'un d'eux, c'est 2 émissions Twitch, une première aujourd'hui, une autre qui aura lieu un peu plus tard dans l'année, où on revient sur 30 ans d'Asmodée en 30 jeux emblématiques. Donc aujourd'hui, avec nous, on commence par 15 premiers jeux, et puis, dans un autre temps, on en aura 15 autres. C'est ça, les bons en maths sauront faire le calcul. 15 et 15, on devra arriver aux 30 jeux emblématiques des 30 ans. Alors emblématique, ça veut évidemment pas dire que ceux qui ne seraient pas dans la liste ne sont pas emblématiques. Il y a beaucoup de jeux qui ont marqué, qui sont des pierres, on va dire, un peu angulaires de nos parcours ludiques à tous, de notre découverte de ce qu'est aujourd'hui le jeu de société classique et moderne. Donc oui, évidemment, il y a plein de jeux et il fallait faire des choix. Donc il y a des jeux qui vont sans doute marquer vos parcours de joueuses et de joueurs et qui ne seront pas dans la liste, mais ne vous inquiétez pas, vous en entendrez parler de toute façon dans le blog, dans tous les autres formats qu'on fait d'habitude. Là, on a retenu une sélection, forcément, c'est toujours un petit peu injuste, voilà, c'est cela. Exactement. Ce qui était important pour nous aussi, c'était de varier un peu la manière dont vous voulez vous présenter cette émission-là. On se parle quand même de beaucoup de jeux à présenter. Et plutôt que de le faire dans notre mode un peu habituel, comme on a pu le faire pour la Saint-Valentin, pour les sélections de Noël, où on pitch tous les deux les jeux, d'ailleurs souvent plutôt José que moi, là, on s'est dit qu'on allait essayer d'enrichir quelque part cette émission avec plein d'interviews exclusives, d'auteurs, d'éditeurs, pourquoi pas de traducteurs, de gens qui ont été à un moment donné intégrés dans le parcours, au début finalement, de l'histoire de ces jeux-là. Alors, là encore... on n'a pas pu toujours prendre véritablement, peut-être vous, la personne auquel vous auriez pensé en vous disant « Ah, ils interviennent sur tel jeu, mais il fallait faire parler un tel ». La grande majorité des interviews ont été réalisées, pour tout vous dire, à Cannes. On a profité du fait que ce soit un moment de réunion où il y avait beaucoup de monde pour filmer, donc beaucoup de contenu. Et donc, par avance, on s'excuse parce que certaines vidéos sont du coup poil bruyante. On a essayé de faire au mieux pour gérer au niveau du son. C'est du bruit d'ambiance. Mais il y a du bruit d'ambiance, voilà. Il y a des gens qui vivent autour, c'est important. Donc il faut le savoir. Et de même, ça explique aussi que parfois sur certains jeux, vous allez voir plusieurs fois un même intervenant, parce que du coup, c'est la personne qu'on a pu avoir ce jour-là et qui pouvait bel et bien représenter ce jeu-là. Mais en tout cas, voilà, ça nous semblait chouette de ne pas uniquement faire ce binôme, mais de pouvoir ouvrir la parole sur plein d'autres représentants de ces jeux-là qui ont aussi à vous partager des anecdotes ou on va dire des secrets de fabrication qu'on ne connaissait pas toujours forcément nous-mêmes. C'est ça, très important au niveau du jeu, de bien se rappeler que c'est une grande chaîne, que évidemment il y a le créateur, que une fois qu'on est passé, que le créateur a lancé son idée, ça va rebondir dans l'esprit des équipes d'édition, où il va y avoir l'illustrateur, chacun va apporter un petit peu sa touche, les développeurs, ainsi de suite, ça va arriver en distribution, donc il y a plein de moments où, à différents niveaux, on va intervenir, et le jeu va un tout petit peu changer. Alors c'est parfois des grands changements, parfois des plus petits changements, mais ça fait partie du parcours de la vie d'un jeu, en fait, de suivre toutes ces étapes. Et comme le disait Marie, hyper important évidemment de mettre un maximum de ces équipes en valeur,
Alors, pour beaucoup, ceux qui connaissent le monde du jeu de société, vous savez tout le travail qu'il y a derrière, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Et donc savoir que une équipe, par exemple, qui travaille sur un jeu, c'est souvent une dizaine de personnes, voire beaucoup plus, en fonction de la taille des différents éditeurs, studios et autres, de l'interne, de l'externe. Il y a plein de choses en termes de playtest, ça va être encore beaucoup plus important évidemment. Donc voilà, tout ça, ça vous permet aussi d'avoir une petite vision un petit peu plus en retrait, un petit peu plus globale quoi, de tout ça. Exactement. Deux dernières petites, on va dire, points d'attention avant de véritablement nous lancer. La première chose, c'est que on a dû faire un choix, comme vous le disiez, José. 30 jeux, c'était déjà court. On a volontairement décidé de ne pas parler des jeux de cartes à collectionner dans le cadre de cette émission. La larme qui coule. Là. Souvent parce qu'en fait, on leur a fait aussi pas mal d'émissions spécifiques, qu'il est prévu d'en faire d'autres. Et que si on commençait finalement à s'engouffrer dans les jeux de cartes à collectionner, la sélection aurait été encore plus rude. Donc non, là c'est bel et bien 30 jeux qui sont 30 jeux de société. Il faut le savoir. Et puis l'autre chose, c'est que comme toujours, on va vous permettre de gagner plusieurs de ces jeux. Cette fois-ci, il n'y aura pas moins de 5 tirages au sort. Et les tirages au sort regrouperont des lots de plusieurs jeux qu'on va vous présenter. Donc voilà. Restez avec nous, n'hésitez pas à participer. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à tous ceux qu'on n'a pas encore salués. Et puis, on va pouvoir du coup démarrer cette émission avec un premier jeu. Alors déjà, dans le chat, est-ce que vous avez une idée de sur quel jeu on commence? Quel est le premier? Un indice, on commence avec les années 90. Alors, précise quand même, parce qu'on va m'accuser d'avoir du coup pas donné la bonne info de démarrage, on a écarté que le jeu de société, que le jeu de cartes à collectionner, ouais. Précise. Pas tous les types de jeux, c'est déjà un gros indice ça. Dans quel 1989. Pour être précis. Première édition. J'ai vérifié tout à l'heure, j'avais un doute. Alors, on nous indique Catan Aventurier du Rail, on va parler de ces jeux-là, mais ce n'est pas le premier avec lequel on commence. Non, non, justement, là, vous êtes sur le jeu de société, alors qu'en fait, on était sur le jeu de société, mais le jeu de... En fait, historiquement, l'histoire d'Asmodée commence avec, quelque part, autre chose qu'un tout premier jeu de société. on a la réponse dans le chat. Du coup, bravo Drasil, et José, je te laisse introduire. Donc ouais, effectivement, du jeu de rôle, et quand on dit jeu de rôle, on est obligé de citer Innominé Satanicé, Magna Veritas, qui est une pierre angulaire du jeu de rôle, français en particulier, mais dans le monde, puisqu'il y a eu des versions américaines, Innominé à l'époque. Il y a eu beaucoup de travail. Ça a été évidemment une création de Croc, et c'est une explosion. Alors moi je vous le dis de mon petit vécu personnel, le jour où je découvre Innominé Satanis et Magna Veritas, c'est un bouleversement total. C'est un jeu de rôle contemporain, très caustique, avec un humour hyper noir, décalé. On peut aller dans plein d'ambiances différentes. On joue des anges et des démons sur Terre qui jouent une espèce de lutte entre le bien et le mal, et qui vont essayer en fait de faire triompher leur côté, mais comme c'est, on le disait tout à l'heure, très humoristique, ça va dans toutes les directions possibles. Donc c'est à la fois, ça peut être très grande bouffonnerie, comme ça peut être des scénarios d'enquête très très sérieux, espionnage, ça va vraiment dans plein de choses. Il y a évidemment les grandes figures, les archétypes, des archanges et des princes démons, qu'on sert nous en tant que petits personnages, en tant qu'ange ou en tant que démon. Et c'est vraiment ce truc, alors évidemment, jeu de rôle, donc coopération, ça veut dire qu'à table, il y a un meneur de jeu, une meneuse de jeu, et il y a des joueurs, des joueuses, qui vont jouer ensemble. Plus tard dans le jeu, va y avoir une itération, en tout cas, va y avoir une direction qui va permettre de jouer en même temps ange et démon, mais techniquement, c'est pas faisable. Ça se veut vraiment comme un groupe d'anges, un groupe de démons qui travaillent ensemble pour atteindre l'objectif de la mission. Et c'est déjà bien compliqué parce qu'évidemment, chaque ange, chaque démon a un petit peu son mode de pensée et son mode de faire en sorte que les humains croient plus ou moins. Donc il y a tout ça qui est très dynamique à l'intérieur du jeu. C'est à essayer absolument, évidemment. Alors là, on est à la 5e édition aujourd'hui. Ça a beaucoup changé avec le temps. Mais il y a toujours cet esprit très...
très caustique quoi, qui est resté et qui le met, à mon sens, complètement à part. Et puis Croc, quoi. Croc. Voilà. On l'avait mis dans le cadre. Je vois qu'on ne le voit pas, alors je me permets. Il est là. José a bien voulu nous amener ces exemplaires personnels. Les artefacts. Donc ça vaut le coup quand même qu'on vous le montre à l'image. Ouais. Donc là, on a quelques extensions. Donc en fait, c'est les premières. Intervention divine, qui est une extension de scénario. Le Daemonis Compendium, qui est celui-ci, qui était en fait un ensemble de fiches de présentation des archanges et des princes démons. Et puis la boîte d'origine, donc qui date de 89-90 à peu près, qui est, on le disait tout à l'heure en s'amusant, qui est plus vieille qu'une bonne partie des équipes d'Asmo, et donc plus vieille qu'Asmo évidemment, puisque c'est juste avant. C'est vraiment c'est ce qui a lancé un peu, c'est vraiment le coup de pied de départ. Cyrose Prod, Idéo-jeu, Asmodée, c'est vraiment voilà, le point de départ de la chose. Et ça, alors aujourd'hui on est passé sur un livret, c'est beaucoup plus contenu, mais ce petit format comme ça, boîte, c'était à l'époque, ça changeait plein de choses. Le fait de jouer à un jeu où tout à coup on avait des livrets aussi, c'était hyper nouveau. Le fait que, évidemment, le jeu de rôle, vous connaissez en fait toute cette partie où on est très libre. Évidemment qu'il y a un cadre de règles, mais c'est très ouvert. On fait ce qu'on veut. T'es dans une forêt, qu'est-ce que tu fais? Et donc c'est vraiment le point de départ de tous les imaginaires et de tous les possibles. Donc ça, c'est hyper riche, évidemment. Et du coup, pour finir d'en parler, on vous laisse avec une interview de Croc lui-même qui parle de son jeu. À l'époque où on vendait nos produits par correspondance, il y a eu un truc très rigolo, c'est qu'on a envoyé des Innomis Satanis Magna Veritas au Vatican parce qu'il y avait un garde suisse qui collectionnait le jeu et qui achetait tout ce qui sortait. Alors est-ce qu'il jouait lui dans son coin ou est-ce qu'après il le donnait au pape, je ne sais pas. Innomis Satanis Magna Veritas, c'est un jeu emblématique pour Asmodée, déjà parce que c'est un des deux premiers, l'autre premier c'était Star Wars, et puis c'est celui qui a fait le succès et les seuls revenus d'Asmodée pendant quelques années. Il a eu du succès parce que dans les jeux de rôle qui existaient à l'époque, qui étaient plutôt classiques, c'est-à-dire d'Heroic Fantasy ou adaptés de licences célèbres, c'était le premier qui était entièrement original, qui était dans un monde moderne, qui se raccrochait à la fois à l'éducation judéo-chrétienne des gens, vu que c'était les anges et démons vus de façon humoristique. Malgré tout, c'était un jeu de super-héros. Donc ça permettait aux gens de se sortir un peu de la grisaille du quotidien, et c'est ce que les gens recherchaient déjà à l'époque. L'autre intérêt aussi, c'est que ça permet aux gens de prendre du plaisir à lire, de prendre du plaisir à communiquer avec les autres. Avant, le jeu de rôle, c'était surtout une liste de règles du jeu, un peu aride, et qui permettait de jouer, mais on n'avait pas un plaisir à lire des règles de jeu. Et là, on a commencé à acheter un jeu aussi pour le lire. Alors, je suis pas certain qu'Innomis Satanis Magna Veritas ait permis à Asmodée d'être ce qu'il est maintenant, mais en tout cas, il nous a permis, durant le laps de temps où il n'y avait que ce jeu-là, d'au moins survivre le temps que les jeux de plateau, et Jungle Speed, et Time's Up, et Loup-Garou, et Pokémon arrivent. Pour ce qui est des 30 ans d'Asmodée, moi je suis content que la société soit devenue ce qu'elle est devenue là. Elle est passionnante dans ce qu'elle fait, dans la diversité de ce qu'elle produit, et elle permet aussi à plein de jeux d'avoir les chances d'être en boutique, alors qu'au tout début, on ne pouvait pas se permettre de faire des choses risquées particulièrement. Et quand on voit qu'on peut se permettre d'éditer, par exemple Gloomhaven, qui demande un temps de traduction énorme, évidemment, ce genre de choses, on n'aurait pas pu faire ça avant. Pareil pour les gammes de jeux de rôle qui demandent des temps de traduction très importants. J'espère à l'avenir que Asmodée va continuer à se développer, aussi et surtout pour qu'on puisse éditer des jeux différents venant d'autres endroits et qu'on essaye de toujours aller vers l'originalité plutôt que suivre les modes. Et voilà pour le premier jeu. On va donc passer au deuxième. Beaucoup d'entre vous, du coup, avaient commencé à le deviner. Le deuxième jeu dont on veut vous parler, c'est Catan. Il a été beaucoup cité, donc bien joué, bien joué. Vous étiez pas loin. Catan va apparaître en France aux alentours des années 1995. Pas encore à ce moment-là distribué par Asmodée. C'est un jeu de société allemand qui va marquer finalement par
toute une série de nouveautés dans ses mécaniques et en même temps un mélange entre un jeu qui va rester accessible, qu'on va pouvoir apprendre facilement, et qui néanmoins a des règles quand même plus complètes, avec toute une série de possibilités d'actions différentes, qui jusque-là en fait étaient quelque part très novateurs dans ce qu'il proposait et qui reste aujourd'hui un très grand classique. Très familial. Catan, c'est un peu un des premiers jeux à proposer cette gestion de l'aléatoire. Ce qui était jusque-là. Dans les jeux allemands, on est sur généralement des jeux très mécaniques, très carrés, où l'aléatoire ressort assez peu. Et là, justement, cette gestion OK, où est-ce que je vais me placer? Parce qu'en fonction de l'endroit où je me place, il y a des combinaisons de dés qui vont sortir plus souvent, donc j'ai tout intérêt à aller là, mais est-ce que ça me sert vraiment dans ma stratégie de développement? Pas forcément, donc il y a tout un tas de choix qui vient et qui crée comme ça quelque chose de très nouveau dans le paysage ludique à ce moment-là. Et je pense qu'effectivement, c'est une étape Catan qui amène au jeu de société moderne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce passage vers autre chose, vers vraiment quelque chose de très frais, un mélange de plein de mécaniques différentes, ce qui était aussi un peu nouveau, le fait d'avoir cette négociation ouverte. C'est pareil, c'est très frais au moment où ça arrive. Généralement, les jeux de société proposent des cadres de négociation qui sont beaucoup plus cadrés, justement, presque fermés, je dirais, pour éviter que ça ne soit un peu trop ouvert, alors que là, c'est vraiment le principe d'un marché, quoi. On va vraiment pouvoir marchander. Et ça rend la situation hyper impalpable, dans le sens où on ne peut pas forcément contrôler tout ça. Et donc, c'est la rencontre de plein de mondes ludiques différents. D'où, effectivement, là, je fronçais le nez tout à l'heure sur objet ludique non identifié, parce qu'il y a ce côté où aujourd'hui, Catan est devenu un classique, mais effectivement, au moment où il arrive, c'est très nouveau, c'est très frais, et ça change complètement l'axe qu'on a de perception de ce qu'est un jeu de société à ce moment-là. Tout à fait. On va profiter de ce live de temps en temps pour vous disséminer quelques nouvelles, quelques informations exclusives. On en a une pour Catan. On a un refresh visuel de toute la gamme qui est attendu pour très prochainement, puisqu'on se parle de septembre si je ne me trompe pas. C'est la rentrée. Concrètement, l'objectif du refresh, c'est de rendre les règles plus accessibles. Il y a quelques éléments de boîte qui sont changés, avec moins de plastique notamment. Le gameplay en tant que tel ne change pas, on est vraiment sur du refresh visuel et de l'optimisation. Et du coup, voilà, il y aura de nouvelles boîtes à partir de septembre. Si vous n'avez encore jamais découvert Catan, comme on le voyait pour certaines personnes dans le chat, oui, forcément, il y a tellement de jeux de société différents que parfois on peut passer à côté de classiques. Alors, n'attendez peut-être pas septembre pour ça. Mais si jamais vous attendez jusqu'à septembre, sachez qu'il y aura une nouvelle version du coup des boîtes. Et qui vous permettra justement de découvrir un peu cette étape du jeu de société. Et encore une fois, très familial. Il y a vraiment quelque chose où on peut y jouer avec plein de publics différents. C'était aussi ça dans notre sélection qu'on voulait mettre en avant, le côté où finalement un jeu, il y a plein de manières de rentrer dedans. On va pouvoir y jouer avec plein de publics. Et souvent on dit familial, mais en réalité, ça permet souvent une transversalité, en fait, de jouer avec plein de typologies de joueurs différents. Le fait de dire qu'il est familial veut principalement dire qu'on va pouvoir mettre en fait plein de gens autour de la table, mais après des joueurs très experts qui jouent à Catan, et il y en a évidemment, c'est pas la même partie. Et c'est assez marrant de voir les différences d'approche, ça vaut pour Aventurier du Rail, ça vaut pour plein d'autres jeux, de comment on joue en fonction des gens avec qui on joue. Mais ça, c'est une question plus sociologico-ludique large. Pardon, je m'éloigne. Pour vous parler de Catan, cette fois, on va faire intervenir Martin Bouchard. Martin Bouchard, vous l'avez déjà rencontré avec nous si vous étiez là lors de l'émission sur le jeu de société Inc., qui a eu lieu en avril dernier. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à voir la rediffusion. Martin, en fait, était à l'époque de Philosophia. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est qu'il peut nous parler des premiers instants de Catan. Donc, c'est pourquoi c'est lui qui prend la parole aujourd'hui et on vous laisse découvrir son témoignage. Je pense que les jeux avant Catan qui avaient essayé de reproduire des systèmes économiques étaient tous plus complexes. Puis celui-là est arrivé quelque chose de tellement clair et limpide puis accessible à tous. En fait, il n'y a pas d'argent.
La magie de ce jeu-là est dans la création d'un petit système économique sur une petite île avec peu de ressources différentes. Et tout le système se tient, donc n'importe quelle construction se tient avec ce petit système-là de ressources qui est géré avec des numéros de dés qui sont placés sur chacune des tuiles, hein, fait en sorte que automatiquement, cette île-là, des emplacements deviennent plus intéressants que d'autres et il y a comme une course à aller se construire sur ces emplacements-là. Puis avec tout le système d'échange qui est très libre entre les joueurs, moi, je pense que c'est ça qui vient créer comme toute la magie parce que on ne sait pas ça va être quoi le prochain tirage au dé. On espère tous que son numéro va sortir. Puis on veut se mettre en position pour justement aller vers les endroits où est-ce qu'on pense qu'ils sont les plus intéressants pour le reste de la partie. On arrive sur notre troisième jeu de la sélection. Et cette fois, on va vous parler d'un jeu à deux. On en a déjà parlé dans le cadre de nos émissions, notamment évidemment pour la Saint-Valentin. Et on arrive sur Abalone. Un classique absolu. Abalone, c'est une révolution. Alors, je le dis souvent, donc du coup, tout est une révolution, oui et non. Mais l'approche qu'il y a eu sur Abalone de vraiment ne pas chercher l'élimination, chercher à intégrer dans une espèce d'harmonie comme ça les deux joueurs alors certes en confrontation, mais tout en apportant, enfin la stratégie de l'autre va apporter à la sienne. Il y a quelque chose de comme ça qui s'est fait de manière très bien pensée. Et ouais, Abalone, c'est une grande claque ludique. Hein. Aujourd'hui, alors je ne sais plus à combien de versions on en est, il y en a eu plein. Il y a encore la grande version en bois qui tourne, sur laquelle je crois on va en voir des images tout à l'heure. Ouais, vous aurez des images de ça, mais évidemment une pensée pour Michel, toujours, bien sûr, qui joue à Abalone quelque part. Et pour Laurent, bien entendu. Mais du coup, là, Abalone, c'était vraiment ça. C'était les recherches sur la sonorité. Quelle densité de billes on va avoir pour le bruit qu'on veut faire. Est-ce que le bruit a un impact sur le joueur? Oui, évidemment, le bruit a un impact sur le joueur, mais à ce moment-là, on ne le sait pas encore. Tout ce qui est les petits signaux qui sont dans le jeu et qui font le jeu, on est à une époque où on ne le prend pas tellement en considération. Puis voilà, elle est beaucoup là, la révolution. Elle est sur le fait que nos deux amis créateurs, ils ont réussi à intégrer ça et à se dire oui, ça fait partie de l'expérience de jeu et nous, on va proposer quelque chose de différent, même si ça n'aura pas l'air de l'être. Et ça, c'est extraordinaire, cette approche-là. D'autant que c'est pas forcément si évident le choix d'un jeu abstrait, d'un jeu vraiment avec toute cette esthétique en noir et blanc. Ça rappelle, et d'ailleurs l'auteur en parlera tout à l'heure, puisque c'est lui qui intervient sur ce jeu, il parle de la comparaison qui est régulièrement faite d'Abalone avec d'autres jeux de type les échecs ou d'autres jeux quelque part très classiques. Et effectivement, de par son esthétique, il s'inscrit tout à fait, de par aussi que ce soit un jeu de joueurs, un jeu de stratégie, un jeu d'affrontement, il s'inscrit tout à fait dans ce genre de jeu quelque part très traditionnel, mais avec, comme tu le disais, une manière d'avoir poussé le projet, d'avoir réfléchi le projet, qui en fait quelque chose de, pas uniquement d'accessible ou de classique, mais qui en fait aujourd'hui un jeu encore extrêmement efficace. Ouais, nous on le voit sur beaucoup de salons. C'est encore un jeu qui est très demandé, et évidemment qu'il est très demandé parce qu'il a ce potentiel justement un peu à traverser les âges. Il y a quelque chose de très évident dans Abalone. Ne serait-ce que le simple plateau lui-même, c'est-à-dire que vraiment ce plateau avec ses billes, il n'y a pas besoin de fioritures entre guillemets, non pas que les autres jeux en aient besoin, mais c'est vraiment ce côté très pur, très simple, qui fait qu'on rentre très très vite dedans, très simplement. Visuellement déjà on rentre très vite dedans, et ensuite effectivement on est un petit peu dans le must du jeu abstrait et de l'affrontement, mais sans affrontement. C'est encore une fois ce côté un peu très aïkido, on est avec l'autre, tout en essayant de remporter la bataille de l'esprit, évidemment. Donc non. C'est joli, mon petit chaussé. C'est pas de moi.
On a Grogal et Dolmore le ludivore qui justement complètent bien le propos quelque part en nous disant les sens ont une importance capitale dans l'expérience ludique, vue, toucher, oui, même goût et odorat pour certains. Effectivement, là en tout cas, c'est vraiment le pari qui est fait. Ne mangez pas vos billes d'Abalone. Hein, Non, juste pour, ça n'allait pas jusqu'à cette non. partie-là, mais les autres sens. Et quant à Dolmore le ludivore, Abalone, c'est le premier des néoclassiques des jeux abstraits. Le pionnier, effectivement. Ah ouais. C'est effectivement cette redéfinition, en fait, vraiment de ce qu'est le jeu abstrait, le jeu classique, et ce passage d'étape. Ça s'est beaucoup fait entre les années 80 et 90, en fait, le changement d'air, entre guillemets, du ludique, et Abalone en est effectivement un des pionniers. Ouais, on te rejoint complètement là-dessus. Et du coup, on va écouter l'auteur nous en parler. Quand on a fait les premiers salons, on avait, au travers du communiqué de presse, expliqué qu'Abalone était le premier jeu au monde. Ce qui a un peu surpris tout le monde du jeu, qui se demandait qui étaient ces petits Français qui se réclamaient d'être les meilleurs. Et en fait, après New York, le dernier salon, on a pu montrer aux mêmes gens, et par communiqué de presse aussi, que effectivement Abalone était le premier jeu du monde, du fait qu'il était en tête de liste de tous les salons, grâce à son orthographe ABA. Voilà, ce qui a permis de justifier notre propre titre de premier jeu au monde. Ça a fait bien rire tout le monde, et en même temps, on s'est fait respecter grâce à ça. En fait, pour préparer cette interview, j'ai un peu consulté des données sur Internet, et je me suis rendu compte qu'Abalone était régulièrement marqué comme faisant partie des 6 jeux classiques intemporels, avec le Go, les échecs, les dames, le backgammon. Ça nous rend emblématiques dans le catalogue, et dans celui d'Asmodée en particulier. Pour ce qui est du monde du jeu, en fait, c'est la façon dont on a procédé pour lancer le jeu, en transformant l'idée d'un jeu classique en un jeu moderne et contemporain, par son design, par son look, par son toucher, par le bruit qu'il fait, mais aussi par le fait qu'on a traversé le monde, les boutiques, faire jouer les gens, et pour connaître un jeu, il faut le jouer. Donc on a fait jouer des gens partout dans le monde. Et pour les 30 ans d'Asmodée, je dirais, en 4 mots, pourvu que ça dure, que le travail bien fait continue, que la relation qu'on puisse avoir et qu'on a avec les équipes reste aussi bonne, que la bienveillance autour d'Abalone et des jeux en général reste, que la progression continue. Bon 30 ans, et merci à tous et à toutes. Bon retour. Hello à tous ceux qui nous ont rejoints, et vous arrivez au bon moment, puisque c'est le moment du premier tirage au sort. On a commencé à vous présenter quelques jeux, et on vous propose, pour ce premier tirage au sort, de tenter de gagner un lot de 2 jeux, donc une fois un lot de 2 jeux, Catan Big Box et Abalone. Je me permets de rappeler, Maël nous met bien le règlement des jeux concours dans le chat. On se doit de vous rappeler que le jeu est pour les ressortissants français, pour des raisons d'envoi et de, et de légalité. Donc, pour pouvoir participer, la commande va être point d'exclamation 30 ans. Et on va me donner le top pour que ce soit au bon moment. C'est parti ? C'est parti. Donc, vous pouvez y aller, point d'exclamation 30 ans. On n'a plus la roulette. Mais si, après. Oh, je suis rassuré. J'ai mes petits trucs, hein. Moi j'aime bien la roulette. Hein. Et du coup, ouais, gros. Alors je ne sais pas si vous visualisez tous ce qu'est la Catan Big Box, mais on se parle d'une grosse boîte, comme son nom l'indique. La Big Box porte bien son nom. Ici, si jamais. Elle est. Ah bah attends. Ça, ce sera pour après. Ouais, exactement. Non, ça c'est après. Celui-là. Tadam! Donc voilà, on se parle de cette édition-là qui comprend le jeu de base, plus différents types d'extensions, plus des scénarios régionaux. Vous avez de quoi faire. Non, et avec ça, vous avez un exemplaire d'Abalone. Évidemment, nous recommandons Alors, il devrait y de commencer par une partie normale, hein, avant de se lancer dans toutes les extensions. Commencer avec le jeu de base. Vous voyez la roulette ? Non. Ah ouais, voilà. Non, après, c'est que nous, on était sur le... Oui, on a le conducteur. C'est ça, on a le conducteur, c'est pour ça. Alors, je vois marqué
Aria Kartoffel a remporté le tirage au sort. Bravo. Bravo à toi. On va donc enchaîner sur une deuxième section de cette émission. On va vous parler quelque part de ce qu'on a intitulé l'arrivée des jeux d'ambiance. Et donc, pour commencer, on n'a quelque part pas réussi à choisir entre trois jeux. On a choisi la trilogie, quoi, disons. C'est ça, qui était un peu de la même gamme, qui avait un esprit assez proche. Et donc, en 4, on vous présente 3 jeux en même temps. Je suis curieuse de savoir ceux qui s'en souviendront dans le chat. On va parler de Service compris, d'Il était une fois, de Kaamelott. Certains sont encore bien actifs. Ouais. Alors, on va commencer par Service compris. Service compris, moi, je vous avoue que ça fait partie des premiers jeux de société avec lesquels j'ai pris plaisir à jouer avec des amis et en famille. Ce qu'il y a de très très chouette dans Service compris, déjà, c'est que c'est un jeu qui se joue vraiment à plusieurs. La partie marche très bien à partir de, je sais pas moi, 3-4 joueurs, mais néanmoins, si on est plus, c'est un jeu qui peut nous Ça se joue permettre bien, ça se joue très bien. d'avoir plusieurs gens à table. Et le défi, on a donc un ogre, terrifiant ogre, qui veut manger les peuples qu'on lui présente. Tout le défi de ce jeu de cartes, c'est d'arriver à ce que ce ne soit pas son peuple qui soit dévoré par l'ogre, en tout cas le moins possible, avec le moins de ressortissants possible, mais que ce soit plutôt les peuples des voisins. Et donc pour cela, on va avoir toute une série de mécaniques avec différentes cartes qui va nous permettre d'inverser sur la table du repas où à chaque tour, les plats que sont nos différents participants avancent dangereusement vers l'ogre jusqu'à finir dans son estomac. Donc on va avoir des cartes qui nous permettent de switcher rapidement les différentes places, parfois de réussir à sortir in extremis un personnage de la table. Et ce qui rajoute un petit élément très très drôle. En tout cas, moi je sais que ça faisait partie. Parfois, il y a des détails qui tiennent pas à grand chose, mais qui font, je trouve, vraiment partie du plaisir de jouer. C'est le nom de tous les personnages des différents peuples, puisque chaque personnage a un nom très rigolo, à base d'un jeu de mots. Et donc, en général, en tout cas moi, toutes les personnes avec qui j'ai joué trient sur sa table son peuple et regardent par ordre de préférence qui il va laisser mourir en premier. Et qui sont ceux sur lesquels, oh non, lui vraiment, il a un nom trop drôle, j'ai pas envie qu'il passe à table. Donc voilà, ça c'est Service compris. Et puis je vais chercher la boîte. Et José, je te laisse enchaîner sur Kaamelott. Bien sûr. Alors Kaamelott, on parlait de la trilogie. Pourquoi ? Parce que c'est des jeux qui ont été pensés un peu comme une famille de jeux, une trilogie de jeux, qui sont sortis à peu près en même temps et qui, comme le disait Marie, permettaient un petit peu d'ouvrir sur une nouvelle expérience, vraiment du jeu très ambiance, qui n'allait pas forcément chercher, alors j'allais dire midi à 14h, ça ne veut rien dire, en tout cas qui n'allait pas forcément chercher des règles trop lourdes, qui cherchait une expérience de plaisir ludique assez rapide. Là, dans le cas de Kaamelott, on est sur un jeu très très simple, on joue des chevaliers, on va lancer des joutes, et évidemment tout le but va être de remporter le maximum de joutes, en sachant que on va participer ou pas, chaque joute ayant une couleur bien définie, on va envoyer des chevaliers de la couleur pour avoir une présence de plus en plus forte et idéalement remporter la joute. Ce qui était assez plaisant dans ce groupe de jeux, c'était vraiment cette façon de prendre des règles, on va dire, de jeu un petit peu plus experts, un petit peu plus initiés, et de les simplifier, vraiment de les ramener un peu à leur substantifique moelle, vraiment à quelque chose de très réduit pour une expérience très rapide. Là, c'était le cas avec Service compris, c'était le cas évidemment avec Kaamelott, et ça permettait d'avoir plein d'approches différentes. Derrière, on va aussi parler de Il était une fois, c'était encore une autre approche. Ça permettait en fait de couvrir une demande qui était très large. En gros, l'idée, c'était, comme on le dit aujourd'hui, un peu quel que soit le type de jeu que tu aimes bien, tu vas le retrouver là. Au moins en partie, grâce à une mécanique ou une ambiance qui va te faire rentrer dedans. Sur Il était une fois, puisqu'on le mentionne, le troisième de cette trilogie, Il était une fois, c'est un jeu très très libre. On a des cartes, mais on doit raconter une histoire. On doit raconter une histoire ensemble,
alors ensemble et pas ensemble, c'est-à-dire que dans l'idée, on va se piquer la main pour essayer de rebondir sur « Ah, alors là, t'as dit fée, mais ça tombe très bien, puisque la fée, je vais pouvoir vous en parler, j'ai la carte qui va bien. » Et donc, c'était cette idée, un peu comme le propose finalement Loup-Garou, de retrouver le conte au coin du feu, qui est quelque chose évidemment de très inscrit un peu dans les mémoires, qu'on a toujours plus ou moins pratiqué en famille, et de le ramener dans son essence ludique, et de faire vraiment un jeu autour de ça. Et ensemble, donc, on construit une histoire. Alors encore une fois, je mets un slash à ensemble ou en opposition, puisqu'on se pique aussi un petit peu la main, l'idée étant d'être un peu celui qui va clore l'histoire, celui-celle. Donc il y a vraiment toute cette idée comme ça d'un corpus de règles qui soit le plus léger possible. Parce que évidemment, puisqu'on raconte une histoire, il ne faut pas que la règle soit trop lourde, et il faut qu'il y ait une grande place à ce que tous les joueurs s'expriment, toutes les joueuses s'expriment tous ensemble. Donc parfois, c'était même assez chaotique, parce que du coup, tout le monde y allait là, j'interviens, ouais, mais tout le monde, enfin, plein de gens intervenaient en même temps, donc il y avait ce côté aussi qui du coup, est très ambiance, et qui assume complètement ce côté, mais c'est pas grave. Ce qu'on cherche, c'est pas forcément avoir une expérience de jeu carrée, ce qu'on cherche, c'est avoir un moment dont on se rappellera. Et ce moment, peut-être que ça se fait aussi dans des règles qui sont un petit peu plus permissives, et qui font en sorte que tous, on peut être invité à intervenir à un moment ou à un autre. Ça, c'est très nouveau aussi à ce moment-là. Et c'est vrai que même la thématique d'avoir un jeu qui repose sur le fait qu'on va tous raconter une histoire les uns avec les autres, ça faisait une promesse qui était super et qui changeait aussi de ce qu'on avait l'habitude de C'est de presque rencontrer. l'oralisation du cadavre exquis. Oui, il y a de ça, tout à fait. On a fini pour cette partie-là et on arrive maintenant sur un grand classique. J'ai presque envie de vous dire qu'on ne le présente plus. On va pas pouvoir vous apprendre plein de choses, en tout cas sur Jungle Speed, si ce n'est qu'on va pouvoir entendre une très belle interview de Michael. Mais d'abord, pour vraiment ceux qui ne connaîtraient pas Jungle Speed, vous savez, ce jeu avec un totem, un jeu de réflexe, des cartes apparaissent, on doit prendre le totem Des le plus vite symboles. possible. Oui, c'est un Ça jeu... me dit vaguement quelque chose, hein, ça me dit vaguement quelque chose. c'est un jeu vraiment emblématique pour Asmodée et peut-être justement comme on ne le présente plus, le plus simple c'est de laisser Michael en parler. C'est ça. C'est parti. Avant, le jeu était plutôt considéré souvent pour enfants. C'était un peu cette image qu'on avait. Mais grâce à Jungle Speed, on a réussi à montrer que le jeu de société, c'était pour tout le monde. Et les jeunes adultes, les étudiants, ont été vraiment vecteurs de la diffusion de ce jeu-là. Jungle Speed, pour moi, c'est s'il y avait vraiment un jeu pour raconter un peu l'histoire des changements de cette nouvelle génération de jeux de société, des party games, c'est vraiment Jungle Speed. Et en fait, c'était deux étudiants qui ont voulu créer un jeu basé sur le jeu du briquet. Le jeu du briquet, c'est un briquet, prenez un deck de cartes et vous retournez des cartes. Très simple, c'est un jeu qu'on joue au lycée, un classique. Et ils ont voulu en fait le twister et le retravailler. Ils ont fait ça eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont inventé, ils ont créé, ils n'étaient pas, on va dire, auteurs de jeux initialement, parce que le métier n'existait pas dans les années 90, c'était vraiment très très rare. Et dans les années 90, ils ont créé ça. Ils ont voulu avoir un objet iconique, c'est le totem. Ils ont créé toute une histoire avec la tribu des Aboulous, c'était le Speedopotamie, c'était toute une tribu, ils ont créé un faux pays, on va dire, une histoire, tout un lore autour de Jungle Speed. Et ils ont fait eux-mêmes tout. Ils faisaient imprimer les cartes chez un imprimeur, ils les coupaient eux-mêmes dans une machine, une énorme machine en bois qu'ils ont fait eux-mêmes pour couper les planches de cartes. Et cette machine-là, ils faisaient eux-mêmes les tas de cartes qu'ils rassemblaient. Et les sacs, ils allaient chercher des tissus sur Paris pour faire les sacs. Et les totems étaient peints. C'est-à-dire que les premières éditions de Jungle Speed sont toutes uniques. Chaque sac, chaque totem est unique. C'est des éditions très rares. Alors si vous en avez chez vous, faut vraiment la garder. C'est extrêmement rare. Ils ont fait ça tout seuls. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'ils ont été voir plein d'éditeurs. Ils n'ont pas réussi à l'éditer. Ils se sont dit, on va l'éditer nous-mêmes. Parce que les éditeurs, dans les années 90, n'étaient pas ouverts à ça. Mais eux, ils y ont cru. Ils ont fait de l'événementiel. Ils ont fait ce qui est devenu après la marque de fabrique d'Asmodée. Ils ont été dans les bars. Il n'y avait pas de bar à jeu à l'époque. Ils sont allés dans les bars, ils ont créé un totem de démonstration. Et ce totem, ils l'ont fait, il était en bois, il était magnifique, avec des représentations, un diablotin qui te représentait dessus. Ils allaient dans chaque bar, ils faisaient jouer à Jungle Speed. Petit à petit, à force de faire des totems et d'autres totems, ils se sont dit on va peut-être trouver un éditeur. Ils ont réussi à trouver un éditeur. Et Asmodée s'est positionné en 2001
afin de devenir le distributeur et l'éditeur de Jungle Speed. Un jeu nomade, un jeu différent, un jeu finalement qui n'avait jamais été vu dans ce format-là. Un jeu qu'on pouvait mettre dans son backpack, on pouvait le prendre, et c'est un jeu aussi qui s'adressait à des jeunes adultes, à des étudiants. Le bouche à oreille, la démonstration, les salons sur lesquels Asmodée était présent avec Jungle Speed, c'est ça qui a fait la force du jeu et qui a permis de démontrer le jeu et d'en faire un jeu qui est devenu iconique. C'est l'heure du deuxième tirage au sort. Cette fois, on vous propose de gagner du coup 3 jeux de la sélection qu'on vous a présentée, Service compris, Camelot et Jungle Speed. Donc pour tous ceux qui ne connaissaient pas justement jusque-là Service compris et Camelot, c'est l'occasion de les découvrir. Hop, alors même code que tout à l'heure, point d'exclamation 30 ans, tout accroché. On va vous donner le signal pour pouvoir tenter de gagner ce lot. Juste un instant. J'attends qu'on me fasse signe pour être sûr. C'est parti, vous pouvez y aller. 1 minute pour essayer de gagner donc un lot de 3 jeux, Service compris, Camelot et Jungle Speed. Comme indiqué dans le chat, évidemment, les tryharders, c'est vrai, qui à Jungle Speed se laissent pousser les ongles et les tailles en pointe. Nous rappelons que dans le cas de Jungle Speed, dans le cas du jeu en général, mais dans le cas de Jungle Speed en particulier, il faut jouer sans modération. En revanche, il faut attraper le totem avec une certaine mesure et retenue pour éviter de détruire les doigts de ses petits camarades. On s'en parlera une autre fois. Les histoires de vécu. Oui, on avait effectivement, on en a vu dans le chat et pour ceux qui étaient tombés dessus, on avait fait une publication du 1er avril cette année où justement on avait proposé un accessoire, la moufle, pour jouer à Jungle Speed. Et effectivement, on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient des anecdotes à ce sujet et trouvaient l'idée finalement pas si 1er avril que ça. Ouais, mais c'est normal, on joue, on est dedans, il faut jouer quoi. Il y a la petite roulette. Hop. Bonne chance évidemment, donc, rappel comme l'a précisé Marie tout à l'heure, concours pour la France métropolitaine. Alors, je pense avoir vu, mais j'ai un doute, oui, c'est bien ça. La Guise. Bravo à la Guise. La Guise. Qui remporte du coup ce nouveau lot de 3 jeux. Bien joué, tu nous en diras des nouvelles parce que justement, les 2 de la trilogie, c'est un petit quelque chose et ça, il y a un vrai côté retrouver un peu des jeux d'avant qui sont effectivement toujours bien présents, qui ont toujours cette proposition ludique hyper intéressante. Donc c'est très sympa. On enchaîne là aussi sur un jeu que vous connaissez sans doute très bien, qui a eu énormément d'actualité ces dernières années. On va vous parler bien sûr des Loups-garous de Tire-ce-lieu. On arrive en 2001 dans notre remontée de l'histoire d'Asmodée et de ses 30 ans. Jeu de bluff par excellence. Alors, je sais pas, je suis mauvais bluffeur, mais je me fais manger vite, alors peut-être que l'un et l'autre vont ensemble. Je sais pas. C'est un jeu multicasquette, c'est un jeu qui a plein de visages loup-garou, parce qu'en fonction des groupes, en fonction des moments, ça change, mais ça va être un jeu de bluff, ça va être un jeu de guessing, double guessing, ça va être un jeu de conte, on en parlait tout à l'heure, effectivement, vraiment le conte à la veillée, quoi, vraiment, le jeu, les histoires à se faire peur, où on va essayer justement d'aller chercher du côté de l'émotion, vraiment quelque chose de très, très viscéral. Et puis, découvrir qui sont les affreux loups-garous qui vont nous dévorer pendant la nuit, c'était avec 0 indice au final. Enfin, il y a vraiment ce truc de... c'est l'oral qui va parler, et puis c'est le groupe qui va réussir à faire sortir quelque chose de la table, quoi, entre guillemets, la table, parce que c'est aussi le moment où le jeu quitte la table. Et où on commence à jouer dans les canapés. Voilà, dans les canapés, assis par terre. Donc c'est évidemment beaucoup en colo, des groupes comme ça, les enfants beaucoup évidemment, qui s'en sont emparés et qui ont commencé à jouer, à jouer le jeu différemment. Et ça c'est aussi très important, c'est-à-dire le moment où ton corps devient un pion actif dans le jeu, entre guillemets. Il y a vraiment ce côté-là où tu es le meeple du jeu, quoi. Et il y a cette chose hyper intéressante qui se passe, où tout à coup, le moindre son qui se passe, et on en parlait tout à l'heure, et vous avez raison, le son, tous les sens rentrent dans le jeu. Et là, pour le coup, dans un loup-garou, effectivement, j'ai entendu tousser cette nuit. Bon,
Qui a toussé? Parce que là, il y a un problème. Et Il y a toute vraiment la ça. communication non verbale Bien qui sûr. est analysée, suranalysée, pour essayer de trouver le moindre argument. Ah oui, il y a vraiment ça. Donc, bon, bah, les bluffeurs, voilà, allez-y quand même. Hein, on peut être bluffeur et quand même survivre à une nuit de loup-garou. Je vous le garantis. 4-5 nuits, c'est plus dur, mais moi, je suis nul en bluff et bon, je tente encore. Hein, je vais y arriver. Hein. Alors du coup, pour revenir là encore quelque part à cette histoire de loup-garou, eh bien c'est à nouveau Mickaël qui prend la parole de chez Zygomatic. Donc on l'écoute pour loup-garou. On a eu de la chance de pouvoir travailler avec Radar Film et Netflix pour faire un film autour de loup-garou de tierce-lieu. Et ça a permis vraiment de remettre encore plus fortement loup-garou dans le cœur de nos joueurs, dans le cœur en fait du public. Et on voulait vraiment, justement, avec des acteurs comme Jean Reno ou comme Franck Dubosc, qui sont vraiment des acteurs de films familiaux, qui sont très appréciés par le grand public, mais ça collait parfaitement avec l'esprit du jeu loup-garou de tierce-lieu. Loup-garou, c'est un jeu à rôle caché. Et c'est un jeu qui est devenu iconique. C'est-à-dire que, notamment en France, mais pas qu'en France, aussi en Espagne, en Allemagne, c'est un jeu qui est iconique parce que c'est ce côté-là, en fait, de rôle caché, d'aller bluffer, d'aller chercher où est le loup-garou, de démasquer ce loup-garou. Mais en fait, cette mécanique de jeu qui est simple et qui permet en fait de faire du jeu de rôle d'une certaine manière, mais de manière, on va dire, plus facile et plus accessible. Ça a été vraiment quelque chose de nouveau et vraiment qui a vraiment changé le jeu de société en Europe. Mais ce qui a fait la force de Loup-garou, c'est tous les salons qui ont été présents, mais surtout, on va dire, les centres de loisirs, les écoles. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 joueurs, mais à beaucoup plus. On peut jouer avec des dizaines de joueurs à Loup-garou. Et c'est ça qui a fait sa force. Lorsque vous êtes animateur de centre de loisirs ou de colonies de vacances, que vous devez animer avec des enfants où ils ont 10, 20 ou 30 enfants, les animateurs, ils sortaient un loup-garou. Vous animez des soirées entières, vous faites jouer tous les enfants ensemble, et les enfants vont se prendre au jeu. Parce que la force de Loup-garou, c'est ce côté aussi transgénérationnel. Et c'est un jeu qui est devenu un phénomène de société. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait le Covid, on était tous enfermés, on s'est dit, mais Loup-garou n'est plus jouable, on peut plus se réunir à 8, etc. Et on a trouvé que les gens y jouaient sur Teams, sur Skype, sur Zoom. Et aussi, les youtubeurs se le sont appropriés. Ça passait le cap du jeu de société pour arriver sur le phénomène. Et c'est pour ça qu'on a été contacté par un producteur de films, mais aussi par Fari et Panayotis Pasco pour en faire aussi une émission télé. Et ça, c'est tout le travail qui a été fait par Asmodée, qui a été fait par Philippe et Hervé sur les salons. C'est-à-dire que Philippe et Hervé, ils ont même animé un loup-garou avec plusieurs centaines de personnes dans des théâtres, dans des événements extraordinaires. Parce que loup-garou, c'est du théâtre. C'est un vrai théâtre dans lequel chacun a un rôle, va jouer, va tenter de bluffer les gens autour de la table. Et ça peut durer de longues discussions, de longues conversations. Et là, il faut avoir un bon maître de jeu qui soit capable de parfois orienter un peu la conversation dans le jeu. Et en fait, ce qui est génial, c'est que Fari et Pana sont des total fans de loup-garou. Ils y jouent depuis des années, des années, des années. Et surtout, ils voulaient en faire un objet qui était un hommage au jeu de société et pas juste un produit dérivé. Ils en ont fait cette télé-réalité sous forme de jeu, parce que c'est ça qui est très important. Notre jeu, on connaît ses forces, ses grandes forces, et on considère que notre jeu, c'est vraiment un jeu qui a encore un potentiel de développement à travers le monde, mais aussi en France. Parce que c'est ça qui est important. Gardez en tête que les générations vont changer, vont bouger, et que notre rôle en tant qu'éditeur, c'est de protéger aussi nos jeux, nos piliers, afin qu'ils soient toujours le plus joués possible et encore plus joués dans le futur. Nous revoilà cette fois pour vous parler d'un autre jeu sorti à peu près à la même époque. Cette fois, on va vous parler de Tic Tac Boom. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Tic Tac Boom, c'est donc un jeu familial très dynamique où une bambinette menace d'exploser à tout moment. On ne sait pas à quel moment elle va exploser et le principe, c'est d'arriver à trouver un mot selon une condition qui va nous permettre de passer la bombe à son voisin. Et donc chacun se passe la bombe en réussissant à trouver les mots jusqu'au moment où, à court de mots, il n'arrive pas à trouver et la bombe explose. C'est ça, la patate chaude. Voilà, ne pas avoir la bombe effectivement au moment où se déclenche l'explosion. Et il y a vraiment tout ce travail. Donc là, comme le dit Marie, effectivement très familial. Et là, c'est très familial dans le sens où
évidemment, on peut y jouer avec tout le monde, mais en plus, on veut vraiment faire en sorte que les parents et les enfants jouent ensemble. Il y a vraiment ce côté dans Tic Tac Boom, qui est un jeu qui a une approche très enfantine, mais pour dire justement, emmenez vos parents, ou parents emmenez vos enfants, sur ce jeu pour arriver à créer justement ce moment un peu familial. Comme toute expérience de jeu, on a cette idée que ça va laisser un souvenir, ça va créer une espèce de référence commune qui, à partir de là, va rentrer un petit peu dans l'imaginaire familial. Et Tic Tac Boom, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce côté où il y a beaucoup de moments où on va se retrouver un peu sans voix, ce qui va généralement provoquer des rires, et qui du coup va aussi servir soit la partie d'après, soit les parties d'après si on joue à autre chose, où il y a vraiment ce côté où voilà, on a joué ensemble et ça a provoqué cette réaction, et c'était ça l'idée un peu derrière le Tic Tac Boom. Oui, pardon. J'allais dire, derrière les autres grandes qualités du jeu, là encore, c'est un jeu qu'on peut jouer comme Loup-Garou dont on a parlé précédemment, ou encore Service Compris. C'est un jeu qui joue à plein de joueurs, de 2 à 12 joueurs. C'est quand même très pratique, notamment quand on a des grands rassemblements entre amis ou en famille. Et puis peut-être une dimension aussi très agréable dans Tic Tac Boom. C'est vrai de plein de jeux, mais je trouve qu'on le devine et on le ressent peut-être particulièrement dans celui-là. C'est le côté, ça peut être toujours, pourtant il y a bien écrit reconnexion réussie. Est-ce que vous nous voyez encore? C'est revenu. Évidemment, il faut qu'on parle de Tic Tac Boom au moment où le live crash. Tout est logique. Bon, merci d'avoir patienté, excusez-nous. Du coup, c'est nous qui n'avons pas trouvé le mot, manifestement, et voilà, la bombinette a chu. Mais donc, retenez tout ce qu'on a dit pendant que ça a craché, voilà, c'était à peu près exact et correct. Mais bon, c'est difficile, on ne sait pas exactement où ça a coupé. On parlait simplement du côté apprentissage du vocabulaire à travers Tic Tac Boom. C'est ça, pédagogie, quoi. Et le fait que c'était un bon moyen aussi de pouvoir exercer ses enfants à développer leur vocabulaire à travers un jeu très sympa. C'est ça, Super Stylies. C'est pour voir si tu suivais bien le stream ou pas. On arrive sur le dernier, on va dire, de cette série. Après, il y aura un nouveau tirage au sort. C'est également le dernier que si je ne me trompe pas... attends, est-ce que c'est bien le dernier que je ne dis pas? Non, c'est une bêtise. Ce ne sera pas le dernier. Mais donc, on va avoir à nouveau Mickaël qui va pouvoir nous parler de ce jeu-là. On arrive sur Perudo, et cette fois, on est en 2003. Jeu de chez Zygomatic. Donc, Zygomatic, c'est c'est le studio... c'est ce qu'était Asmodée Édition, en fait. Au moment où Asmodée... devient réellement Asmodée, c'est Asmodée Édition à ce moment-là, et il y a à la fois de la création et du développement en interne, mais aussi de la distribution. Et donc, à un moment, on va un peu séparer les deux entités parce qu'il fallait un peu spécialiser. Et donc, Asmodée Édition devient Zygomatic, et Zygomatic va s'occuper des jeux un peu piliers, dont Perudo. Et Perudo, Perudo, c'est un des jeux les plus savoureux à expliquer. Je dis savoureux parce qu'à chaque fois, on se dit, là, j'ai trouvé un moyen de... c'est bon, j'ai mon run d'explication, ça va être... Et en fait, c'est toujours un petit peu... c'est de la typologie de jeu, on le dit souvent, où il faut faire un tour, et quand on a fait un tour, tout c'est clair. Il y a vraiment ce truc de se dire, attends, j'ai bien compris les règles, mais j'ai un doute. Et non, en fait, on se rend compte au premier tour. Donc, ce jeu de bluff aussi, jeu de calcul, jeu presque de prévision, de se dire, ok, mais je ne maîtrise qu'une partie de l'information, c'est-à-dire on a son gobelet de dés, on sait exactement les résultats de dés que nous on a fait, mais on ne sait pas ce que les autres ont fait. Donc comment est-ce qu'on va rentrer dans ce calcul et avec un aplomb sans commune mesure, dire mais évidemment qu'il y a 12-6 autour de la table, sachant qu'il y a 13 dés en tout, à ce moment de la partie, faut le tenter. Voilà, il y a tout ce côté-là qui rentre un peu dans Perudo, où il y a plein de dimensions différentes et encore une fois, plein de manières de jouer différentes. Tout à fait. Moi, ça fait souvent partie des jeux que j'ai entendu comme cités au sein des employés Asmo comme un des jeux préférés. Ouais, je pense parce qu'en fait, il y a tellement de choses dedans. On parlait on
on va dire, de l'aspect effectivement très sensitif du jeu. Dans Perudo, déjà, il y a le bruit des dés dans le gobelet qui fait beaucoup dans le jeu. Qui fait qu'on est, on est ailleurs, quoi. On n'est pas souvent, le jeu de société, c'est un peu plus taiseux, c'est un peu plus dans la réflexion, ou alors on est dans un jeu d'ambiance, et là, ça part dans des... Et là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir, mais dans une ambiance sonore, parce que ces dés qui claquent font du bruit, et on doit se dire, ok, mais où est-ce que je vais me placer? Est-ce que j'attaque à ce tour-ci? Est-ce que je laisse un petit peu, parce que je commence à plus avoir beaucoup de dés, donc il faut quand même que je sois un petit peu raisonnable. Mais être raisonnable dans Perudo, mais c'est perdre, donc il faut pas être raisonnable. Donc il y a tout ce truc qui se met en branle comme ça dès qu'on secoue le gobelet et qu'on va justement avoir ses résultats de dés. Et puis il y a le fait que c'est extrêmement drôle. C'est vraiment un jeu très marrant d'avoir tenté ce coup de bluff, d'avoir réussi ou perdu, peu importe finalement. Mais ce truc qui avance, et puis Perudo, on l'a vu, ça a touché plein de gens. Perudo, c'est, je pense, un des jeux qu'on a vu ressortir le plus de manière un peu étonnante. C'est-à-dire que nous, on suit évidemment les différents les profils qui émergent comme ça, qui jouent à nos jeux. Là, typiquement, Perudo, c'était l'équipe de France de football dont on avait appris qu'ils jouaient beaucoup dans les vestiaires. Entre autres, on pense effectivement pour cette partie très bluff, pour cette partie très je vais le tenter, qui était plutôt appréciée. Donc, il y a vraiment ce truc dans Perudo qui... on est vraiment à la croisée des chemins. C'est un jeu d'ambiance et en même temps, c'est un jeu de réflexion, c'est un jeu de bluff, c'est un jeu de bien sentir ce que l'autre est en train de proposer. On est un peu comme le poker au final. On est dans ces esprits de jeu-là qui sont un peu différents. Et c'est vrai que Perudo, il a une place un peu particulière quand même dans le catalogue. Complètement. Du coup, pour revenir sur sa genèse et les débuts de sa conception, on laisse à nouveau la place à Mickaël. Perudo, ce dont vous allez tension qu'il faut y avoir autour de la table. Tension positive, bien entendu, mais de cette pression que vous allez pouvoir avoir. Vous allez rentrer dans le jeu et être passionné autour de ce jeu-là pour arriver jusqu'en finale et défier le dernier joueur autour de la table. Alors Perudo, on édite le jeu depuis les années à peu près 2010, mais c'est un jeu qui a une vraie histoire derrière. C'est un jeu qui a été créé fin des années 80, début des années 90, par un auteur qui s'appelle Cosmo Fry, et qui, lors d'un voyage au Pérou, il avait un ami péruvien, et il s'est rendu compte, avec son ami péruvien, et dans toutes les familles dans lesquelles il allait, que chaque famille gardait plein de dés, qui avaient tous des formes un peu différentes, des couleurs différentes, et en faisait un jeu de bluff. Et ce jeu-là, en fait, Cosmo Fry, il a fait « je vais en faire un jeu ». Donc, au lieu de repartir en Angleterre, il est resté plusieurs mois au Pérou. Il a fait le tour de tous les villages au Pérou, de toutes les villes, et il a essayé de récupérer un peu les règles orales et essayer d'en faire un vrai jeu, un jeu avec des règles. Et il a développé tout ça. Et après, il a été voir un éditeur en Angleterre, il a réussi à l'éditer. Ça reste un jeu nomade et ça permet d'offrir une expérience de bluff, une expérience différente avec ce jeu de dés qu'on peut transporter partout. Et ça, c'est un jeu petit à petit, il continue à croître, il continue à se développer, en France, mais pas seulement en France, dans d'autres territoires. Et c'est un jeu sur lequel on compte beaucoup pour pouvoir le développer, notamment aux États-Unis prochainement. C'est vraiment quelque chose qui compte pour nous parce qu'on considère que c'est vraiment un jeu qui est accessible en termes de prix, qui est accessible en termes de règles, et qui surtout, c'est un jeu qui pour nous, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, doit arriver à encore un plus grand niveau qu'il n'a été jusque-là. C'est le moment du 3e tirage au sort. Cette fois, on vous fait gagner 3 jeux. Loup-garou dans sa version Le Pacte, c'est celle qu'on voit par ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, derrière José. Perudo et Tic Tac Boom Color Flash. Donc le Color Flash, c'est celui qu'il y a ici. Alors, pour jouer, toujours la même chose, point d'exclamation, 30 ans, dès qu'on vous donne le signal. Hop, j'attends, c'est parti. Let's go. Donc Loup-garou, Le Pacte, Perudo, Tic Tac Boom, Color Flash. Comme toujours pour ceux qui arrivent en cours de route, le règlement est dans le chat. Le jeu est réservé aux ressortissants français. Et puis, n'hésitez pas à participer si du coup vous êtes éligible. Ouais, s'il y en a que vous ne connaissez pas dans le lot, c'est bien, ça va vous donner l'occasion de les découvrir. Si vous les connaissez, tant mieux, ça vous donnera l'occasion d'y rejouer ou de les offrir. Là, l'idée, comme le disait Marie tout à l'heure, c'est justement vous proposer un petit split de ces différents titres
qui pour nous sont des classiques. Et encore une fois, n'hésitez pas à le dire dans le chat. S'il y en a dont vous pensez que ça vaut le coup qu'on en reparle, que vous n'avez pas assez vu parce que vous les aimez beaucoup, on est toujours à l'écoute évidemment de vos propositions. Tout à fait. Plus qu'une seconde. Hop, on va avoir la fameuse roue. Alors, qui a gagné C'est moi qui fais là. Non, c'est l'autre. ce nouveau tirage au sort? Ah, Kifim, ah, bah, bien joué Kifim. T'as des meilleurs yeux que moi. Moi, à chaque fois, j'ose pas dire Faut que je ce mette- que non, je moi, vois faut que parce je que mette j'ai les toujours un lunettes. doute. Ouais, moi là, je l'ai vu, mais effectivement, je commence à avoir aussi un petit peu. Voilà. C'est des étapes, des étapes. Du coup, félicitations. Nouveau tirage au sort remporté. On arrive maintenant sur encore une autre partie. On sort un peu des jeux d'ambiance. On retourne sur du grand classique jeu de plateau. Plateau. Et donc avec notre fameux jeu ferroviaire, nous voici dans les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail, c'est 2004. On continue à remonter un peu le temps. Et puis, quelque part, la promesse, c'est de rendre accessible le jeu de train, le jeu ferroviaire, le jeu de connexion au plus grand nombre. Ça avait commencé avec une version américaine. US, ouais, c'est ça. C'est vrai que souvent, lorsqu'on en parle dans Asmodée France, on parle plutôt de la version Europe que vous avez ici. Et puis depuis, de multiples extensions, de multiples manières avec les Aventuriers du Rail de découvrir des pays, de relier des endroits. C'est un jeu qui a toujours autant de succès, qui finalement plaît toujours autant, qui est facile d'accès, qui donne envie avec son matériel, avec ses wagons qu'on a envie de, de positionner sur la carte, d'arriver à créer les plus grandes trajectoires possibles et à relier le maximum d'endroits. Oui, puis cette prise de risque aussi, parce que dans les différents contrats, ça c'est aussi le côté très malin du jeu, c'est-à-dire que les différents trajets que tu vas prendre en plus, si tu les réalises pas, tout de suite, le différentiel va être très fort, peut te faire perdre la partie, donc il faut savoir prendre des risques, mais il faut savoir mesurer les risques qu'on va prendre. Ça c'est pareil, ça amène tout à fait autre chose. Il y a comme ça plein de petits ajouts mécaniques hyper intéressants dans les Aventuriers du Rail, qui le place aussi un petit peu à part. Et je crois qu'il y a ce côté aussi un peu, on va dire, amicalement chauvin du jeu, où un peu, aux US, c'est la version US, en France, ça va être plutôt la version Europe qui fonctionne. Un peu chaque zone géographique a son Aventurier du Rail à lui, qu'il aime bien. Alors évidemment, après, il y a eu plus récemment les versions des villes. Avec la Paris, très New récemment. York, Londres, Paris, Amsterdam, il y en a plusieurs qui sont sortis comme ça, où l'idée c'était aussi d'aller offrir une version plus compacte, plus instantanée du jeu, presque plus plug and play, même si plug and play n'existe pas totalement dans le jeu de société. Mais voilà, c'était l'idée d'avoir comme ça un succès d'année, quelque chose de très... un shoot d'Aventurier du Rail, quoi. Le plaisir effectivement du jeu de connexion. Et de la petite prise de risque sur une expérience de 30 minutes. Et là, Aventurier, Aventurier, les championnats du monde d'Aventurier, évidemment, où c'est intéressant de voir parce que c'est une autre manière de jouer au jeu. Et il y a tout plein de choses qui nous font aussi, en tout cas, percevoir le jeu différemment. Là, on en parlait tout à l'heure avec Marie, un peu en off, le Legacy. Le Legacy qui est sorti il y a 2 ans maintenant, je dis une bêtise. 1 an ou 2, qui lui a proposé comme ça de vivre vraiment cette période un peu folle qui était le développement du rail aux US, et donc de faire partie un petit peu à sa mesure, quoi, de prendre un petit peu cette aventure et puis de l'incarner un petit peu. Il y a plein de choses comme ça, et puis on a tous un rapport au train quelque part, je crois. C'est sûr en tout cas que c'est quelque chose qui est très dans l'imaginaire. Ça fait partie vraiment en tout cas je pense, des raisons du succès des Aventuriers du Rail, sa thématique. Et je voudrais rebondir sur ce que dit Grougal, parce qu'effectivement on a Dabia qui nous disait qu'elle avait encore jamais testé le jeu. Et j'allais te répondre des éléments que donne Grougal, donc je me permets de le lire directement. Il dit que d'un point de vue ludothèque, c'est un des rares jeux initiés qui ne rebute pas les familles, parce qu'il est hyper intuitif et facile à expliquer même aux enfants. D'ailleurs, en animation, il est souvent très prisé et on manque souvent de tables pour faire jouer tout le monde tellement il plaît.
Moi, c'est vrai que c'est aussi un des jeux où quand je suis avec un public de gens qui sont pas des grands amateurs de jeux de société, qui ont déjà fait quelques jeux, mais qui connaissent en fait surtout des jeux historiques et très 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 classiques, ben, Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu qui est facile effectivement à expliquer, qui est très intuitif et qui, même si il a toute une série de conditions de victoire différentes, même si en fait le jeu est riche, eh bien la manière de le prendre en main, le plateau, les pièces font que c'est pas du tout quelque chose d'effrayant pour les gens et ça se pitch très bien et très rapidement. Donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles c'est un tel classique chez nous. Ouais, puis la thématique, tu vois, Oui. ça a amené de la thématique sur ce qui était peut-être pas encore thématisé à ce moment-là, d'avoir ce rapport tout à coup, c'est pas anodin entre guillemets quand on arrive à relier Los Angeles à New York. On a réussi à le faire, on a relié les deux côtes, c'est pas n'importe quoi, et puis c'est très difficile à faire. Enfin, il y a tout ce truc comme ça qui se met en branle et où tour 1. Enfin, du tour 1 au tour 10, on a mis en place une stratégie. Et en fait, c'est hyper appréciable parce qu'il y a aussi tout cet aspect où souvent les débutants, entre guillemets, en tout cas les gens qui sont moins habitués à jouer, ont cette petite crainte, alors que là, il y a une manière très facile de leur dire « mais non, mais en fait, tu vas voir, ce que tu vas mettre en place, ça va te servir plus tard ». Et il y a tout ce truc qui se fait finalement de manière assez intuitive, de se dire tu suis tes objectifs et dans tes objectifs tu te rends compte que naturellement tu vas te dire ok là je vais le faire par là parce que c'est plus intéressant ou j'ai pas assez de pièces donc je vais le contourner, tiens on vient de me le prendre, du coup je dois être très opportuniste, savoir rebondir. Il y a plein de choses dans Aventurier qui sont inattendues au départ, on s'attend pas à avoir cette expérience. Complètement. Et du coup, pour revenir sur les Aventuriers du Rail, cette fois on est allé chercher Adrien de Days of Wonder. Alors, les Aventuriers du Rail et Asmodée, en fait, je pense que c'est aussi une grande histoire d'amour. Asmodée avait joué au jeu dès le prototype et ils ont adoré les Aventuriers du Rail avant même que le jeu sorte. Donc, c'est un jeu qui a été vraiment très travaillé par Asmodée. Il y a eu beaucoup de jeux de connexion, jeux de réseau. En fait, c'était déjà un type de jeu qui était assez fréquent, on va dire, dans les années 80-90. Et je pense, la beauté, quelque part, d'Aventuriers du Rail, c'est qu'il a rendu ce jeu facile. Les jeux de connexion étaient assez difficiles, je pense, où il y avait des enjeux qui étaient beaucoup plus complexes. Aventuriers du Rail, de par sa simplicité, de par le fait qu'on puisse faire une seule action par tour, très rapide, avec un réseau qui n'est pas si dense que ça. Je pense que oui, c'est le premier jeu de connexion grand public, quelque part. Et je pense que c'est ce que les gens aiment beaucoup, ce côté connexion, ce côté cartographié, un peu un pays. En fait, c'est quelque chose qu'on a un peu tous un peu inconscient de dire je vais relier telle ville à telle ville, comment je vais faire. Et je pense que ça, c'est le vrai jeu de connexion qui fait que ça a permis à beaucoup de personnes qui jouaient peut-être un peu moins à ce type de jeu-là, de découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu de société moderne. Et je pense qu'on arrive, après une vingtaine d'années, à quelque chose qui devient un peu transgénérationnel. C'est-à-dire que les jeunes générations de l'époque le portent avec eux et ils vont laisser leurs enfants le porter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se transmet. Et puis après, il y a aussi un aspect très fort, c'est qu'on a continué à travailler sur la gamme. On a non seulement fait des nouvelles versions, puis des extensions, puis on a fait une version pour les enfants, on a fait des versions plus petites pour les villes. Donc on a vraiment étendu l'univers d'Aventuriers du Rail jusqu'à arriver à la version Legacy. Donc nous-mêmes, et on montre en fait au public d'Aventuriers du Rail qu'on les délaisse pas et que c'est un truc qu'on a envie que les gens continuent à jouer sur d'autres versions et s'amuser. L'intérêt des déclinaisons Aventuriers du Rail, c'est que par exemple sur une boîte comme Aventuriers du Rail Paris, on va s'adresser à un nouveau public qui va chercher peut-être des jeux un peu plus courts, qu'on a envie de jouer au moment de l'apéro, où on n'a pas forcément une soirée entière pour jouer. Et puis après, il y a des jeux comme Legacy, qui nous ont sorti assez récentes, qui va un peu faire l'inverse, qui va montrer aux gens qui ont connu Aventuriers du Rail il y a peut-être 10 ans, 20 ans, que maintenant Aventuriers du Rail peut aussi évoluer en termes de complexité, peut offrir quelque chose qui est un peu plus long, avec des mécaniques plus modernes, et aller s'inspirer de d'autres jeux de type Legacy, avec cet aspect de campagne, un peu de narratif, et tout en restant dans cette simplicité mécanique, encore une fois, des règles très très simples, proposer une expérience un peu plus complexe, un peu plus en profondeur, avec des ressorts qu'ils n'avaient jamais vus en termes de narration et de gameplay. Aventuriers du Rail se trouve dans beaucoup de pays, dans beaucoup de foyers, et on a des fois des témoignages rigolos sur les réseaux sociaux de certaines personnes très connues qui disent « Oh, hier j'ai fait une partie d'Aventuriers du Rail avec ma famille, c'était super, c'est le jeu qu'on joue depuis 20 ans. » Je pense qu'il devient petit à petit une sorte de classique, donc un jeu qu'on voit quand on fait une location de vacances, qu'on va retrouver sur une étagère, parce que les gens l'ont mis là, parce que c'est un jeu qui est devenu effectivement un classique pour beaucoup de gens.
on arrive avec un nouveau grand classique que vous connaissez également très bien. Cette fois, on sort des jeux ferroviaires, on arrive sur les jeux de tuiles. Et donc, bien sûr, qui dit jeu de tuiles, dit Carcassonne. Carcassonne, au moment de sa sortie, c'est quand même un très très grand succès, et c'est un très grand succès très vite. Autant il peut y avoir certains titres qui vont prendre un peu plus de temps à s'implanter. Carcassonne, c'est immédiat. Il remporte le Spiel, il remporte le German Games Award, et puis dès la première année de sa sortie, il y a un nombre colossal d'exemplaires qui sont vendus, ne serait-ce qu'en Allemagne. Donc voilà, c'est un jeu qui, quelque part, tout de suite réussit à trouver son public et à démontrer quelque part son intérêt. Je pense qu'on a tous une... Alors, tous, évidemment, ça ne veut rien dire, mais pour beaucoup, je pense qu'on a une histoire avec Carcassonne. On l'a forcément découvert sur un salon, sur un festival du jeu, alors, évidemment pour ceux qui vont en salon et en festival du jeu, mais au moment d'une partie chez des amis, un week-end jeu, ce genre de choses, il y a forcément un moment où on a rencontré. Voilà, Carcassonne est passé nous voir. Et pareil, Carcassonne, on en parlait sur Aventurier du Rail, et là, nous, avec Marie, on se disait, il y a vraiment ce côté très mécaniquement imbriqué entre les deux jeux, de pouvoir jouer vraiment son premier tour en n'anticipant pas tout ce qu'on va faire, et les trésors d'ingéniosité que le jeu va nous amener à déployer pour atteindre le meilleur score possible. Et en fait, c'est des jeux qui nous grandissent, je ne vais pas non plus... voilà, mais c'est des jeux qui vraiment nous font travailler pour être le plus efficace possible. Et donc, il y a tout cet aspect de, effectivement, comment je vais agencer mes tuiles, où est-ce que je vais me mettre, comment j'anticipe que les autres vont jouer, parce qu'il y a aussi toute cette partie-là de, mais je sais que cet emplacement, potentiellement, ils vont s'y mettre, est-ce que c'est le moment d'emmener tous mes meeples? Alors, il y a plein de versions aussi, Carcassonne, version enfant. Presque, je suis prêt à dire que c'est ma préférée d'ailleurs, parce que c'est des gros meeples, moi je la trouve super, la version enfant, je trouve qu'elle est super belle, elle est très très bien. Et donc ouais, il y a eu beaucoup de versions différentes, mais ouais, c'est une étape, c'est une vraie étape dans le ludique Carcassonne. Tout à fait. Et c'est vrai que depuis, le jeu est traduit en plus de 20 langues. Effectivement, il y a de très nombreuses extensions. Vous nous en parlez aussi dans le chat. Alors, chacun a un peu sa préférée en fonction des mécaniques qu'il veut développer. Il y a effectivement la version enfant. Enfin bref, c'est un jeu qui a beaucoup grandi depuis sa sortie. Tout le monde veut la catapulte. On sait, tout le monde veut la catapulte. Et puis du coup, pour revenir sur ce jeu, cette fois, c'est Moritz qui nous en parle directement. When we get the games in, basically by that time my father got all these games, and Klaus-Jürgen was doing a research for a book there, and he mainly intended to picture the landscape around Carcassonne, not necessarily Carcassonne, the city itself. Sure, by its outset it's great, it looks nice, but it's not what he intended as the gameplay. So he had another idea to create that landscape with the tiles, as we know now. However, that was kind of a side project or leftovers from the other creations of the games, and he never thought that this game was going to be chosen. In the end, we know that was the one who was chosen, and the rest is history. Carcassonne is an iconic game because you're starting with tile laying, and these tiles are creating an always different landscape. But mainly the combination that you put something on top of this puzzle element, which is not defined yet. So the meeple is not defined before you take them from your supply onto that board. And that creates an always different game feeling with a lot of depth to it. And that made it an iconic system. Well, happy birthday, Asmodee, for your 30th. I wish you and us all the best for bringing more games to players and having more people play all around the world, as this for sure makes it a little bit better. On change à nouveau de mécanique pour le nouveau jeu Encore un autre dont on va vous parler cette fois. Si on vous dit Wargame, si on vous dit introduction quelque part au jeu de Wargame, et puis surtout si on vous dit... un jeu qui a une proposition vraiment très innovante et très particulière, puisque c'est pas juste un jeu de guerre, c'est un jeu qui a été fait en collaboration avec la mission pour le 60e anniversaire du débarquement et de la libération de la France. Donc c'est un jeu qui a été vraiment très documenté, très travaillé.
Eh bien oui, vous l'avez, on pense évidemment à Mémoire 44. Aucun suspense, effectivement. Bravo à tous. Bah, ouais, Mémoire, c'est un derrière moi. un jeu incroyable, Mémoire 44. Comme le dit Marie, vraiment, c'est l'apprentissage du jeu de stratégie. C'est-à-dire qu'avant, on a le Wargame, où c'est réservé à vraiment une niche de joueurs qui vont jouer sur des jeux à très faible tirage, avec des petites tuiles de carton qui vont représenter des troupes et qui vont prendre des positions stratégiques. Là, l'idée, effectivement, c'était de le rendre accessible à un plus grand public et justement d'amener à la fois cette proposition de stratégie, c'est-à-dire il y a effectivement des objectifs qu'on va essayer de prendre tout en reprenant effectivement l'histoire, donc de reprendre des batailles historiques, de se mettre au plus près effectivement de la topographie pour avoir quelque chose de très vécu, entre guillemets, et aussi la gestion du hasard, la gestion du chaos, parce que on a évidemment sa main de cartes qu'on va jouer de la manière la plus efficace possible, mais cette main de cartes va souvent nous amener peu ou prou à utiliser nos dés, donc avec des variables qui vont permettre d'améliorer ou pas nos différents jets de dés, mais tout l'intérêt, c'est que justement, il va aussi falloir s'adapter, et que ça n'est pas juste effectivement un jeu qui serait très aléatoire, ce n'est pas juste un jeu qui serait très stratégique, mais qui fait un peu la combinaison des deux, et comme on le dit souvent, hein, le plan de bataille est parfait jusqu'à ce qu'il rencontre le champ de bataille, la réalité, et puis là, tout vole en éclats. Et donc c'est vraiment ça, on est tout le temps un peu en train de se réadapter dans Mémoire 44, en train de se dire, ok, là je vais faire une super percée sur le flanc gauche, il me voit pas venir, ah, dommage, en fait il avait complètement capté ce que j'allais faire. Donc il y a tout ce truc aussi qui rentre, qui est un peu impalpable dans le jeu, hein. On parle pas de bluff, on parle pas de... Mais ça fait partie de la stratégie d'arriver à surprendre l'adversaire, et donc d'avoir, on va dire, la rythmique la plus efficace possible, en sélectionnant bien ses cartes au bon moment. Très bon jeu, évidemment. Et non seulement c'est un super jeu effectivement de wargame et de stratégie, mais en plus de ça, encore une fois, il y a aussi ce côté histoire qui fait que, alors je sais plus qui le disait, mais l'une des personnes dans le chat, c'est Rachouchou Roquette qui nous disait qu'elle a beaucoup joué avec son fils à une période. Et effectivement, moi je trouve que c'est aussi une excellente manière, je pense, d'intéresser les enfants, les plus jeunes. Quand il est temps à un moment donné parler d'histoire, pouvoir le jouer, c'est une autre manière finalement d'accrocher le souvenir, de faire en sorte que la mémorisation se passe bien, d'intéresser au contenu. Ça comme plein d'autres choses, mais je trouve que c'est aussi une bonne manière d'entrer dans cette période-là. Donc voilà, un super jeu qu'on ne saurait trop vous conseiller. C'est l'heure du 4e tirage au sort. Oh là là. Ah, ils sont gâtés. Donc là, on a dit quoi? Aventurier du Rail Europe et Carcassonne Big Box. C'est pas mal. C'est un beau carton. Oui, parce que la Big Box, c'est celle-là. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on se parle. Hop, je t'en prie. Bam! Trac! Oui, on est bien. Alors, comme l'autre. Hein, comme Catan, Carcassonne Big Box. Première partie, aller sur le jeu de base. Hein, et puis ensuite, amener aussi une échelle dans l'expérience. Allez-y mesurer, parce que sinon, ça va faire beaucoup à la première partie. Du coup, c'est bon pour vous? 1 minute pour essayer de gagner ce lot de 2 jeux, Aventurier du Rail Europe, Carcassonne Big Box, à nouveau, point d'exclamation, 30 ans. Jeu réservé aux résidents et non pas aux ressortissants. Vous m'excuserez pour la coquille répétée. Ah, ça participe bien, bravo. Donc bonne chance à tous, évidemment, puisque là, l'idée, encore une fois, hein, c'est de vous faire redécouvrir ces jeux classiques, que vous puissiez y jouer, que vous puissiez un peu les faire découvrir autour de vous, les offrir éventuellement en cadeau, ça vous faites bien ce que vous voulez. Mais on a toujours cette approche de dire, passons un bon moment ensemble, et un jeu de société, c'est souvent un très bon moyen de passer un bon moment, alors même pour les jeux les plus
compliqués, les plus tendus. Tirage au sort terminé, on va avoir les résultats. J'aime bien ce suspense, j'adore. Ah, bah je crois que c'est Dabila. Dabila 26. J'attends la confirmation, mais c'est bien le cas. Dabia 26. Ah oui, eh bien, bravo. C'était pas un L à mes yeux aussi? Non, mais de loin. Ouais. C'est pour ça qu'en général, j'ose pas lire quand... Donc bravo. Et puis, il nous reste uniquement 4 jeux, si je ne me trompe pas. 4 jeux à vous présenter pour cette première partie. On arrive donc maintenant sur, là encore, un jeu dont on ne doute pas que vous le connaissiez déjà, qui a beaucoup marqué l'histoire d'Asmodée, dont on pense que ça a marqué aussi l'histoire du jeu de société en général. Votre histoire, ça a marqué votre histoire. Dites-le, avouez. Un jeu d'ambiance, un jeu où il faut faire deviner des choses, un jeu en 3 manches. Où le temps est compté. Un jeu enfin sur lequel on a... C'était tellement beau, José, il m'a fallu du temps, tu m'excuseras. Un jeu enfin où on vous a fait une émission dédiée en décembre dernier, une très belle émission d'ailleurs, si jamais vous voulez regarder à un moment donné une partie de Time's Up en très bonne compagnie, n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube, parce que l'émission était vraiment top. Et oui, c'est Time's Up. Vous aviez deviné, vous aviez deviné. Que vous dire sur Time's Up, quelque part, que vous ne connaissiez pas déjà, qui parle mieux que vos expériences personnelles autour de jeux? Bah en plus, j'imagine quelle version, parce que comme il y a eu beaucoup de versions, vous avez sans doute tous et toutes essayé de très nombreuses versions de Time's Up, qui la Kids, le chat, le panda, qui le Harry Potter, qui la version normale, le Family, le Party. Il y a plein de versions différentes de Time's Up qui ont à différents niveaux, effectivement, on va avoir notre boîte préférée, on va avoir nos parties préférées qui ont forcément marqué. On le disait tout à l'heure, il y a ce côté référentiel, vraiment. Est-ce que tu te rappelles la fois où tu as réussi à nous faire découvrir tel ou tel personnage en disant un mot qui n'a absolument rien à voir? Comment ça, Luke Skywalker par balai? Mais c'est pas possible. Oui, mais dans une partie de Time's Up, c'est possible. On peut le faire. Et donc, il y a vraiment ce côté où ça n'appartient qu'à nous, ce moment, mais on a plaisir aussi à partager avec les différents amis qu'on a qui n'ont pas pu participer à cette partie, mais qui ont aussi des expériences de Time's Up tout aussi bizarres et tout aussi folles, d'avoir ce partage comme ça de moments ludiques qui sont hyper particuliers. Tout à fait. C'est vrai que c'est un de ces jeux sur lequel on construit effectivement une vraie mémoire, beaucoup de souvenirs, et ça devient des moments d'anthologie. Pour parler de Time's Up, on va avoir Thomas Provost. Donc Thomas Provost qui était fondateur de Repoprod, qui aujourd'hui est parti vers de nouvelles aventures avec Playpunk. Aujourd'hui c'est Captain Fib, voilà, c'est plein d'autres jeux, mais effectivement à l'époque, au moment où arrivent Cédric et Thomas, pêchent vraiment source Time's Up et se disent, voilà, là ça change tout, et on va faire quelque chose d'énorme. Et effectivement, Time's Up, c'est quelque chose d'énorme, je pense, dans l'imaginaire de la plupart des groupes de joueuses et joueurs débutants et moins débutants. Hein. Je pense que tous les groupes ont connu comme ça cette révélation Time's Up. Du coup, on laisse la parole à Thomas. Quand Time's Up est sorti, Asmodée avait 10 ans, nous c'était notre première année d'édition, etc. Donc on était un peu stressés. Et donc on reçoit les boîtes au bureau, les premières boîtes de Time's Up avec Cédric, on était vraiment excités comme des puces. Et visiblement j'avais un super pouvoir à l'époque, puisque la première boîte que j'ai ouverte, il n'y avait pas de sablier. On venait de commander un volume assez important quand même de boîtes, donc on était un peu stressés. Je me dis, c'est une erreur, c'est pas grave. Donc j'ouvre la deuxième boîte. Dans les boîtes, il y a un sablier, il n'y a pas de problème. Et je regarde les papiers de cartes, et c'était 2 les mêmes. Donc je me dis, là c'est la catastrophe. Et c'est les seules boîtes qui avaient des défauts, de toute la caisse. Donc on était rassurés, mais je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, si c'est une blague du fabricant. Mais en tout cas, les 2 premières ouvertures de boîtes chez Repoproduction, ça a été douche froide, sur douche froide à mort, et puis on était rassurés. En fait, quand Time's Up est sorti, ça a vraiment été un renouveau du jeu de société pour adultes. Il y avait déjà un renouveau avec les colons de Catan, mais ça c'était du jeu de stratégie, etc. Et quand Time's Up est sorti, les adultes se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un moyen de passer des soirées à rigoler autour de la table, à prendre du bon temps, que c'était simple, rapide et que ça plaisait à tout le monde. Les raisons du succès de Time's Up, en fait, c'est que c'est un jeu de culture mais différent. Les grands
modèle du jeu de culture pour adultes à l'époque, c'était le Trivial Pursuit. Et le Trivial Pursuit, en fait, si vous l'analysez d'un point de vue game design, il n'y a pas de jeu. Soit vous connaissez la réponse et vous l'avez, et si vous ne connaissez pas, vous pouvez réfléchir tant que vous voulez, vous ne l'aurez pas. C'est pas de la logique, c'est de la pure culture G. La différence dans Time's Up, et c'est pour ça que c'est un jeu brillant, c'est que votre but, c'est pas de savoir, c'est de faire comprendre à l'autre. Et donc là, il y a du jeu. Si je dois te faire deviner Léonard de Vinci et que je sais pas, que tu ne sais pas, c'est pas grave. Je dois être suffisamment malin, jouer avec les mots pour te le faire deviner. Et puis, il y a une autre compétence très importante dans Time's Up, ça va être la mémoire, et après la gestuelle. Et l'autre chose très forte dans Time's Up, c'est que ça va par crescendo. La première chose, on va juste parler, on va faire deviner les choses. La deuxième, on va utiliser la mémoire, on va devoir avoir un esprit de synthèse. Et dans la troisième, quand on est bien chaud, on est prêt à faire le crétin, on est prêt à mimer. Et ce crescendo-là marche tout le temps, il permet que tout le monde ait cassé la glace et est prêt à faire le rigolo. Si on devait mimer d'entrée de jeu, ça n'aurait pas marché. C'est vraiment ça la différence, et c'est ça qui fait que ce cocktail 2-3 manches fonctionne. Pour la petite histoire, on a essayé de trouver une quatrième manche, on a même édité une version avec une quatrième manche qui était la statue, et finalement on l'a enlevée, parce que c'était pas assez bien, et ça redescendait. Le soufflé au fromage qui était de monter à mort, redescendait avec la phase de statue. J'aimerais bien trouver une vraie bonne quatrième phase de Time's Up, mais il n'y en a pas d'autre, et voilà, le jeu il est parfaitement bien comme il est. Alors Time's Up reste un jeu familial pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est mis régulièrement à jour. Donc la version iconique, la boîte bleue qu'on appelle maintenant le Time's Up Party, qui est pour les adultes, eh bien, il y a une adaptation culturelle, on sait très bien que les stars changent, etc. Et donc ça, ce contenu est mis à jour. Et en plus de ça, au fur et à mesure du succès du jeu, on l'a décliné en 3 versions. Il y a eu la version Party, donc, dont je viens de parler, vraiment pour les adultes. Puis on s'est rendu compte qu'en fait c'était marrant avec les enfants. Et donc on a fait la version famille qui permet de jouer avec des gens qui savent lire, et on a enlevé toute la culture. On va faire deviner cuillère, chaise, etc., voiture, fermier, etc., etc. Et en réfléchissant avec Cédric, on s'est dit il y a encore moyen de faire plus fort, de descendre encore plus le niveau. Et donc on a fait la version Kids, où là il ne faut plus lire, il n'y a plus que des dessins, et c'est une version coopérative. Là où j'avoue qu'on était vraiment super heureux quand on a fait ce jeu-là, c'est que quand on fait jouer, dans les 2 versions on rigole. Et dans la version Kids, les parents sont fiers de leurs enfants. Et ça vraiment, c'est quelque chose, tous les jeux ne permettent pas de le faire. Et il y a vraiment des moments où on se dit « Ah, mon enfant, il est vraiment fort, quoi ». Et c'est vraiment un moment de bonheur partagé en famille que peu de jeux permettent de faire. Et je pense que c'est pour ça qu'il reste encore dans le top des ventes, quoi. Le temps passe, nous voilà déjà en 2009. En 2009, va sortir un jeu, là encore très très emblématique du catalogue Asmodée. Un jeu de réflexe, un jeu qui s'emporte absolument partout. Un jeu où il faut trouver un même symbole. Petite boîte, toute petite boîte. Au sein de plusieurs autres symboles disséminés, et puis à chaque fois ça change. Un jeu où il faut aller très vite. Oui, Dolbor le Digivore, tu l'as. C'est donc Dobble. Vous n'avez pas encore parlé de Dobble. C'était symbole. Voilà. Ça marchait aussi avec Twinbit en vrai. Bien vu. Oui, c'est vrai. Mais c'est Dobble. Ma description n'était pas assez précise, il faut que je m'améliore. Dobble, c'est vraiment ce jeu qui a de multiples qualités. D'une part, il s'emporte effectivement partout avec son format et sa petite boîte. Quand on dit partout, ça va du bus, de la plage, à l'école, dans le sac. Vraiment, c'est extrêmement pratique. Au-delà de ça, il se joue très vite. Les parties sont moins de 15 minutes, comme on va vraiment de plus en plus vite. Donc on a envie en général de recommencer, de faire la revanche, de faire la belle, et on ne s'arrête jamais. C'est un jeu qui peut vraiment se jouer facilement également avec des enfants, et ça c'est très agréable parce que le fait de pouvoir assez vite les mettre en situation de pouvoir jouer, il n'y a pas de texte, il y a uniquement des images, et le principe de retrouver un seul et même symbole, forcément, ça s'explique très facilement. Et puis souvent, on est surpris de voir que les enfants peuvent être extrêmement efficaces à ce genre de jeu. Faut pas croire que parce qu'ils sont petits, ils n'ont pas les réflexes, au contraire, parfois ils vont très très vite. Ou à l'inverse, on est surpris de se voir aussi lent à trouver les symboles. Je pense que c'est plus... ouais, c'est ça. Moi, je préférais penser que c'était Menvenier, ce qui était très très bon. Ah bah, ils le sont. Ça n'empêche pas. Hein. Oh, ça n'empêche pas. Non, Dobble, c'est forcément un jeu, oui, très,
très important pour nous et pour notre catalogue. C'est ça, avec plein de doubles différents. Donc on est aussi là dans cet aspect où, à travers le jeu, finalement, à travers sa méca très très pure, hein, d'avoir effectivement un symbole commun entre deux cartes et un seul symbole commun, d'avoir ce côté où finalement on peut accoler énormément de visuels différents, d'univers différents. Finalement, Dobble devient un support, entre guillemets, non seulement d'une image, donc ça peut être d'une licence, effectivement, mais ça peut être régional, parce qu'on a fait des doubles sur des régions, on a fait des doubles sur des doubles gourmandises, sur des aspects un petit peu plus sport, gourmandise, code de la route. Il y a eu plein de versions différentes qui permettaient justement de jouer aussi un petit peu avec le jeu lui-même, d'avoir cet aspect comme ça très jeu dans le jeu, entre guillemets. Et puis Dobble, comme le disait Marie, il y a vraiment ce côté où en fait on se surprend à être un peu lent, mais qui plus est, on se rend très vite compte aussi que c'est ça, cette articulation œil-main, fatalement, les plus jeunes sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus lestes, beaucoup plus forts. Et puis, je crois que c'est une des premières propositions ludiques où il y a plusieurs variantes d'un coup. Donc, le jeu proposait 5 règles différentes. Et ça aussi, c'était assez nouveau, ce côté où... certes, évidemment, il y a une manière de jouer, mais finalement, la manière de jouer, elle est transformable, et le plaisir de jeu ne va pas forcément être impacté par la transformation de la règle. Et donc, on est presque plus dans des propositions différentes que dans des variantes, quelque part. Et donc, il y a vraiment ce côté où... je dirais pas, il n'y a pas de bonne manière de jouer, dans le sens où on va tous avoir une manière un peu différente entre le puits, chacun va avoir un petit peu son côté préféré. Mais il y a ce côté aussi où on peut tout à fait, et je pense que Dobble offre cette liberté-là, on peut se sentir libre de faire plein de tentatives différentes. On l'avait vu, c'était au Belgoludique, je crois, où on en avait parlé avec François. Et il avait, lui, lancé une espèce de catch double, et où les gens jouaient les uns contre les autres. Et en fait, tu jouais une carte contre une personne, tu chopais la carte, et puis tu allais chercher d'autres gens à qui tu essayais de les piquer. Et donc, il y avait vraiment ce truc comme ça où il y a plein de manières de jouer, et ça n'affectera pas le plaisir de jeu, au contraire. Il y a des variantes qui vont fonctionner, d'autres moins, mais on va tout le temps être dans une espèce de renouvellement, et qui fonctionne très bien. Du coup, pour nous en dire un peu plus sur Dobble, et puis revenir là aussi sur son histoire, on a la dernière interview de Mickaël. Il nous reste encore 2 jeux derrière, mais c'est la dernière sur laquelle Mickaël intervient. Mais une anecdote qui est assez rigolote et qui prouve aussi la force de Dobble, c'est qu'en Angleterre, il y a un futur jeune marié qui a demandé à sa future femme, en épouse, en créant son propre deck de Dobble, ses propres cartes de Dobble, et l'un des symboles en commun, c'était une bague de fiançailles. La mécanique Dobble, elle est intergénérationnelle, elle est même universelle. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays, le jeu est vendu dans plus de 30 pays, que ce soit en Corée, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil. Ce jeu-là, en fait, on se rend compte que la règle est tellement simple, elle n'a pas besoin d'explication orale. Vous montrez simplement 2 cartes, et vous montrez qu'il y a un symbole unique en commun entre les 2 cartes, et les gens comprennent directement. Et c'est ça la force de Dobble, c'est qu'il est simple, mais pas simpliste. Et grâce à ça, grâce à cette mécanique de jeu simple et universelle, les grands-parents peuvent jouer avec leurs petits-enfants de manière simple. Et même les enfants peuvent jouer aussi entre eux. Et ça, pour les parents, lorsque ils veulent que leurs enfants ne soient pas toujours sur les écrans, d'avoir aussi des jeux sur lesquels leurs enfants, une fratrie, puissent jouer ensemble, et c'est le jeu qui est parfait. Le jeu est sorti depuis 2009, et depuis 2009, 45 millions d'unités ont été vendues à travers le monde. Ce qui fait vraiment l'un des jeux les plus vendus du jeu de société, d'Asmodée aussi, et on est très fiers de ce jeu-là, parce que c'est un jeu, on a réussi vraiment à le développer, à le faire connaître par les écoles, par les enfants, par les familles, et c'est un jeu qui est utilisé aussi par beaucoup de pédopsychiatres, qui est utilisé beaucoup par des professionnels de la santé pour les enfants, et pour les personnes aussi plus âgées. On a aussi développé Dobble Access Plus, et ça nous permet d'avoir Dobble, vraiment d'avoir un jeu qui est vraiment universel et qui devient une marque mondiale. Et en fait, Dobble se prête à plein de choses, se prête à des licences, mais aussi se prête à des nouvelles versions. On a sorti il y a 2 ans Dobble Connect,
Et avec l'objectif de Double Connect, c'était vraiment de pouvoir se dire, Double avait plus de 10 ans. Et lorsque j'avais un enfant avec 8 ans, lorsque le jeu est sorti, il avait quasiment 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mais en développant Double Connect, on lui donnait un jeu qui était fait pour sa génération, qui est fait pour son âge, pour jouer avec ses potes. Avec cette fois des cartes hexagonales et pas rondes, qui se connectent totalement. Et c'est un jeu qui se joue par équipe de 2, lorsqu'elle on doit se challenger pour créer des lignes de 4 qui se connectent. Et ça, ce jeu crée vraiment une autre intensité, une autre mécanique autour de Double. Ce qu'on veut faire autour de Double, de la marque Double, c'est de sortir des nouveautés autour de cette marque-là, mais de très bonne qualité, de très bonne facture, parce que pour nous, c'est une marque qui est extrêmement importante, et on considère que la qualité, que la magie de Double doit perdurer à travers les nouveautés qu'on développe. Bien joué, Timorage. Vous allez vite comprendre. C'est le nouveau. À peu près à la même époque que Double, sort un jeu très différent pour le coup. On n'est pas du tout sur les mêmes mécaniques, pas sur le même style de jeu. On parle du jeu qui est souvent associé comme étant le premier jeu de deck building. C'est pas tout à fait le premier, il y en a eu un avant, mais c'est celui par contre bel et bien qui a vraiment quelque part démocratisé cette mécanique-là, en tout cas à qui on a retenu dans l'histoire que c'était un des premiers deck building. Et donc oui, enfin c'est le moment de parler de Dominion. Oui, vous avez tous deviné, hein, du coup, c'était un peu facile. Oui, alors Dominion, effectivement, il y a l'aspect dans Dominion d'avoir amené ce qui est normalement une mécanique d'avant-jeu, c'est-à-dire que Magic proposait effectivement de deck builder avant de jouer, et Dominion, en tout cas les jeux de deck building, propose le deck building comme mécanique principale de l'expérience de jeu, et donc change complètement la donne. On est sur quelque chose qui apparaît comme très mécanique. Ah ouais, je vais construire un deck, et alors qu'en fait, c'est tout un ensemble de combinaisons qu'on va imaginer, qu'on va essayer de faire, et donc se projeter dans ces combinaisons-là, essayer d'acheter les bonnes cartes pour justement créer le moteur de jeu le plus efficace possible. Donc Dominion, c'est le point de départ de plein de jeux aujourd'hui qui, ça va être sur le moteur de jeu, ça va être sur le deck building, ça va être sur plein de choses. Je vais vous raconter une petite anecdote perso du coup. Je fais partie de l'association Réel, je fais partie des années de cette association, très belle association de jeux de société que vous allez retrouver à Parthenay, qui fait des week-end jeux, d'accord. Et sur les week-end jeux, c'est 5 jours, pendant 5 jours on ne fait que du jeu de société. Et ben là, ce week-end-là, où on découvre Dominion, on a vraiment joué à Dominion sans s'arrêter, tout le temps, en répétant, en se disant « cette combinaison, elle est super », parce que c'est aussi ça. Dominion propose tout un ensemble de jeux de cartes. On ne va jouer qu'avec 17 de cartes, mais il y en a 25, je crois, de mémoire, dans la boîte de base. Donc, du coup, on va avoir plein de combinaisons différentes. On va avoir envie de tester plein de choses. Est-ce que cette mécanique-là marche? Est-ce que celle-là fonctionne? Ah oui, non. Il y a plein de choses qui se passent. Et quelque chose qui est hyper intéressant dans Dominion, et que peu de deck building ont gardé derrière, c'est que les points de victoire, les cartes que tu achètes, elles viennent finalement pourrir ton deck. C'est-à-dire que quand tu vas les piocher, elles te servent à rien. Et néanmoins, tu as besoin de les acquérir parce que c'est ce qui va te faire gagner la partie. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que, évidemment, quand tu as l'occasion d'acheter des points de victoire, il faut les acheter, il ne faut pas passer à côté. Mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup d'attendre d'acheter une carte de points de victoire qui est un peu plus faible, d'attendre le tour d'après parce qu'on aura peut-être l'occasion d'acheter une carte plus forte? Et là, il faut vraiment... c'est une course au point, donc il faut vraiment faire en sorte d'acheter les cartes de victoire les plus fortes possibles. Et donc de moins flinguer, entre guillemets, son deck, parce que plus on a de cartes, plus c'est compliqué d'aller les piocher, forcément. Sauf si on a créé un moteur de pioche. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de stratégies qui se mettent en place, et qui se mettent en place de manière assez régulière, alors, assez naturelle, pardon. Après, évidemment, l'expérience de jeu joue beaucoup. Quand on joue avec des gens qui connaissent très très bien le jeu, il y a... Ça se voit. Oui, ça se voit, et il y a tout de suite des évidences. C'est-à-dire que la courbe d'apprentissage, elle est régulière, mais elle est assez forte. Et donc forcément, des gens qui vont très vite acheter certaines combinaisons de cartes, parce que ça va leur permettre de faire des tours très très longs, ou à l'inverse, de vider très très vite le deck pour ne jouer qu'avec une dizaine de cartes. Et en vrai, 10 très bonnes cartes, ça suffit largement. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. C'est un jeu qui arrive par Istari, puis les Space Cowboys.
Je te laisse annoncer les bonnes nouvelles, Alice. Moi, c'était la petite anecdote. Toi, c'est la bonne nouvelle. Alors oui, on a une bonne nouvelle du coup pour les fans de Dominion. Il faut savoir que la gamme aujourd'hui, elle compte une boîte de base et 15 extensions. Et qu'en France, n'ont été localisées que la boîte de base et 9 extensions. Seulement en première édition, c'est, on va dire aujourd'hui, le paysage qu'on avait sur Dominion. Il y a une seconde édition du jeu qui était sortie en 2016 et qui n'avait jusque-là jamais été localisée en français. Vous me voyez venir ? J'allais dire jusqu'à maintenant, non, jusque-là. Voilà. Donc, des discussions ont été reprises sur ce sujet avec Rio Grande Games. Et donc, une petite nouvelle sur la localisation de la gamme et donc de plusieurs des extensions qui jusque-là n'étaient jamais sorties en français. Et donc, dans une seconde édition. Donc, d'ici la fin d'année, vous devriez voir paraître plusieurs boîtes qui vont arriver. Alors successivement. Je ne vous donne pas tout le planning parce que c'est un peu tôt encore pour donner tout le planning précis. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici la fin de l'année, une boîte de base. Et la dernière nouveauté, Soleil Levant, Rising Sun en VO, pour ceux qui connaissaient en fait uniquement le nom de la VO, qui donc devrait sortir. Et s'en suivront ensuite d'autres extensions. On est avec toi de tout cœur, Grougal. Oui, les banquiers de France et de Navarre ont du souci à se faire. Alors on le redit très souvent, hein, on le dit, allez voir vos ludicaires, allez en festival, essayez le jeu, parce que il n'est pas exclu que vous passiez à travers et que ce ne soit pas tout à fait le type de jeu que vous aimez bien pratiquer. Mais il y a un côté effectivement où c'est bien d'avoir essayé Dominion pour comprendre un petit peu tout ce qui est aujourd'hui la très grande typologie des jeux de deck building. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu évidemment une typologie très importante et ça a développé sur plein d'autres choses. Aujourd'hui, il y a des deck building de prise de territoire, il y a des deck building de bluff, il y a des deck building très mécaniques, d'autres très thématiques. Il y a vraiment plein de choses différentes. Mais de voir un petit peu le point de départ, ça amène aussi un petit peu autre chose. Donc essayez-le, si vous avez l'occasion, c'est vraiment une pépite. Tout à fait, c'est un peu comme ces anciens films qu'on regarde avec émotion où, selon quelque part les films qu'on a vus par après, il y a des choses qu'on reconnaît et comment dire, il y a vraiment ce côté, on découvre pour la première fois une manière de filmer, une manière de présenter une scène, une manière d'interagir qui depuis a été repris plein de fois, mais qui, lorsqu'elle était dans sa toute première expression, était hyper intéressante à découvrir. Et Dominion, c'est un peu ça pour ce type de jeu. C'est ça, c'est complètement ça. C'est cette épiphanie-là qu'on vous souhaite évidemment, hein, que vous allez sans doute vivre en découvrant le jeu et en découvrant qu'en fait, ce jeu que vous aimez bien, il trouve un petit peu son origine là. Et là, Andrea Vaccarino, à l'époque, quand il sort le jeu, je pense qu'il ne s'attend pas à la révolution que ça va être derrière. Dans le sens où vraiment, nous, on a vraiment ce truc de... Dominion, ça fait briller la pupille quand même. Il y a vraiment un truc de... c'est Dominion, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. On arrive sur le dernier jeu de cette première partie des 30 ans, le 15e donc. Comment vous le pitchez celui-là? Un jeu d'imagination. Ouais. Un jeu dont on n'oublie pas les cartes, je dirais. Un titre court, je dirais un titre court. Un jeu sur lequel il va falloir être très rusé pour trouver une manière de décrire les choses à la fois précise et à la fois vague. Tous sauf un, quoi. Tous sauf un. Vous l'avez, c'est Dixit. On termine donc cette série par Dixit, mais en même temps, comment ne pas parler de Dixit? On a évoqué du coup depuis, en ces 15 jeux, plein de mécaniques différentes, plein de manières différentes qui ont finalement vraiment marqué le jeu de société. Dixit, c'est ça aussi, avec une toute nouvelle manière, une toute nouvelle approche de faire un jeu coopératif extrêmement familial, qui passe par une combinaison de merveilleuses cartes illustrées, très poétiques, qui quelque part peuvent parler à tout le monde parce qu'elles ont un côté abstrait, qu'elles représentent des choses sans en même temps être, tout en restant, comment dire, suffisamment détaillées et suffisamment libres dans l'interprétation des scènes qu'on voit.
Et donc, dans le cadre de ce jeu, j'ai du coopératif, pas du tout, excusez-moi, j'avais Mysterium en tête derrière. C'est ça. Ça devient ensuite avec d'autres propositions. Donc un jeu non pas du tout coopératif, où il va falloir s'affronter pour avoir le maximum de points et gagner des points en ayant du coup une description qui va parler au moins à une personne du groupe, mais pas à tous, sinon notre description est trop évidente et donc elle ne rapporte pas de points. C'est vraiment le côté, c'est la doublette incroyable, Roubira Bonsé, qui ont fait un travail extraordinaire sur Dixit, d'arriver justement à cette bascule très intéressante de si tout le monde trouve, tu as raté ta proposition. Et donc ça, c'est très bien parce que ça t'apprend à labyrinther ta réflexion, ta proposition, et d'être dans quelque chose qui va parler, mais pas à tout le monde. Donc il y a vraiment ce côté-là où voilà, il faut être le plus large possible et en même temps pas trop quand même. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, on le disait tout à l'heure en parlant d'autres jeux, mais cet aspect où tout à coup, je ne dis pas on s'affranchit des règles parce que ce n'est pas le cas. Évidemment, il y a un système de règles qui est très bien cadré dans Dixit, mais où, grâce aux cartes et grâce à ce grand imaginaire comme ça que proposent les différentes cartes, on va ailleurs et on va chercher en soi la résonance que vont avoir certaines cartes par rapport à nous et comment on va pouvoir un petit peu, entre guillemets, parler de nous aux autres. Il y a vraiment ce partage avec une phrase, avec une chanson, avec un poème, que sais-je. Voilà, il y a plein de possibilités différentes, mais il y a vraiment ce truc de partage dans Dixit, ce moment. Souvent, d'ailleurs, ça arrive qu'on ait des gens qui disent que plus qu'un jeu, c'est une expérience Dixit. Et c'est vrai qu'on est sur une expérience ludique qui est, au moment où il arrive, complètement nouvelle. Ça change du tout au tout par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On est peut-être même un peu déstabilisé au départ. Tu parles d'expérience. Moi, il y a une expérience que je recommande avec Dixit vraiment au plus grand nombre. Si jamais vous avez toujours eu l'habitude d'y jouer avec le même groupe, surtout, faites une partie avec un autre groupe. Je vous dis ça parce que ça fait vraiment partie de ce genre de jeu. Alors, c'est vrai, j'imagine, de beaucoup de jeux, par exemple, d'ambiance, mais ça m'a rarement fait autant ça. Cette expérience que, en fait, en fonction des groupes, des familles, on n'a pas toujours la même culture commune, on n'a pas toujours les mêmes références. Et jouer à Dixit avec un groupe de copains, avec sa famille à soi, avec sa belle famille, c'est vraiment pas la même partie. On peut se retrouver très fort parce que très à l'aise, par exemple dans sa famille à soi, parce qu'on partage en fait les mêmes références, et se retrouver complètement dérouté parce que avec un autre groupe de gens, mais pas du tout. Enfin, pour moi, c'était clair. J'aurais dit ça dans mon premier groupe, tout le monde aurait compris. Dans celui-là, personne ne comprend. Et ça fait vraiment partie, je trouve, des choses très amusantes dans le jeu, c'est qu'il se renouvelle complètement en fonction des gens avec qui on y joue. Ouais, puis ça fait justement, là, tu crées ce référentiel, tu crées ce souvenir marquant que, du coup, ce nouveau groupe, tu vas le rentrer aussi dans cette nouvelle référence, ou en tout cas tu vas créer avec ce nouveau groupe cette nouvelle référence. C'est vrai de beaucoup de jeux, effectivement, comme le dit Marie, le jeu d'ambiance est très propice à ça. Le fait de pouvoir changer son expérience de jeu en changeant de groupe, très souvent ça va être des dynamiques sociales qui sont très différentes à l'intérieur du groupe, les réactions que les gens ont entre eux. Et là dans Dixit, comme c'est un jeu très poétique, il y a vraiment ce côté où effectivement on va aussi avoir des profils de joueurs, certains qui vont être beaucoup plus dans la gamification, entre guillemets, enfin en tout cas dans le jeu, dans l'expérience de jeu, alors que certains vont plutôt chercher à avoir la phrase ou la proposition la plus belle et qui rend quelque part le plus hommage au très beau travail qui a été fait sur l'illustration. Donc il y a tout cet aspect-là aussi qui est très beau dans Dixit, qui a, je ne sais plus, une dizaine d'extensions, j'ai peur de dire une bêtise sur le nombre d'extensions. Il y en a de très nombreuses. Il y en a plusieurs avec plein d'illustrateurs différents, donc on salue tous évidemment parce que ça a toujours été un très beau et un énorme travail sur Dixit avec plein de boîtes qui ont vraiment leur saveur particulière parce que leur touche particulière. Et là, du coup, en fonction de la boîte avec laquelle on joue, ça va aussi un peu changer l'expérience. Enfin, c'est un très beau moment Dixit, un très beau moment ludique. Dans les grands avantages, je dirais aussi de Dixit, c'est ce côté très intergénérationnel. Moi, j'ai des souvenirs de parties qui mixaient à la fois les plus petites de la famille qui devaient avoir 7-8 ans,
et à la fois jusqu'à ma grand-mère de 80 ans. Enfin, c'est vraiment un jeu qui peut se partager avec tout le monde. Ça, c'est très chouette. En plus de ça, il y a aussi des versions enfants avec Mysterium Kids, qui est aussi très très chouette. Une version Access Plus. Exactement, qui nous était citée dans le chat d'ailleurs. Oui, je crois que c'est Grogal qui en parlait, effectivement, avec des versions justement qui permettent, et c'est un petit peu tout le message que nous on essaye de défendre, c'est que il y a des typologies de jeux auxquels on va jouer avec ses amis, c'est vrai, mais grosso modo, il y a certains jeux qu'on veut particulièrement défendre et pousser, qui vont réellement mettre tout le monde autour de la table ensemble. Et c'est pas effectivement juste faire jouer les enfants entre eux ou faire jouer les seniors ou faire jouer. Là, c'est vraiment se dire que, comme le disait Marie, le 777, le 707, il est tout à fait possible et il est appréciable. Et il y a certains jeux qui sont presque designés pour et qui vont permettre justement cette transmission, en fait, ce passage, et d'intégrer vraiment tout le monde dans ce moment-là. Ça, c'est très important. Et Dixit, je pense que c'est un des jeux qui est le plus adapté à ça. Dixit, on en fera du coup cette année également une émission dédiée Twitch. Alors plutôt probablement au moment de la fin d'année, au moment des fêtes, on n'a pas encore la date exacte, mais on aimerait beaucoup vous proposer de venir pouvoir véritablement voir comment travaillent les illustrateurs sur ce jeu, pouvoir entendre un peu plus de comment ce jeu a été pensé. Mais d'ici là, avant cette date, ce sera Mathieu de Libellude qui va pouvoir nous en parler. Donc on laisse place à Mathieu pour ce témoignage. L'anecdote sur Dixit, elle est plus personnelle que professionnelle. Je travaillais pas encore à Libellude, j'étais encore relativement néophyte dans ce qu'est le jeu de société, mais j'habitais à Poitiers et je suis allé acheter un jeu de société qui était sorti à Poitiers, et en l'occurrence Dixit, et je ressors de la boutique et je tourne la boîte parce que je suis curieux et je vois que Dixit, l'adresse c'est Poitiers et c'est ma rue. Donc je prends la boîte et je vais jusqu'à l'adresse indiquée. Et il n'y avait rien, mais 4 ans plus tard, je sais que c'était l'adresse de Régis Bonessé, le fondateur, qu'on avait fait ce siège social. Et en termes de destin, 3 ans après, je l'ai rencontré pour faire des soirées tests, et 7 ans après, je rejoignais la boîte. Dixit, ça a été un tournant dans l'histoire du jeu de société, dans le sens où c'est un only, un objet ludique non identifié, d'un jeu de communication par de l'image qui est très différent du cube en bois ou du deck building ou toute autre mécanique. On est sur quelque chose de doux, sur quelque chose de partagé, qui est à la frontière d'un jeu et d'une expérience sociale où on va aller rencontrer les gens, et ça a été le premier. Et en ça, c'est fantastique, ça a suivi plein d'autres jeux de communication et de communication par l'image. Il y a une gymnastique de subtilité qui est vraiment extraordinaire, parce que les règles sont très très simples. Le fait que le compteur perde si tout le monde trouve son indice, et perde si personne ne trouve son indice, et qu'ils doivent juste trouver le dosage extraordinairement bon pour être dans la zone où ils marquent les points, ouais, c'est une idée sensationnelle. Dixit aujourd'hui, ça a dépassé le monde du jeu, dans le sens où on a beaucoup de praticiens de diverses professions qui viennent nous chercher ou nous raconter la manière dont ils utilisent Dixit dans leur activité. Les professeurs des écoles, en 1, la manière dont ils utilisent Dixit pour faire communiquer, pour travailler sur le langage. Les psychiatres et pédopsychiatres, Jean-Louis Roubira, l'auteur de Dixit, est un pédopsychiatre, donc c'est assez chouette de voir que l'héritage est revenu et que l'objet est utilisé à des fins positives, amélioratives. C'est assez magnifique. Donc oui, Dixit est venu, même pour des team building par exemple, jouer un rôle qui était au-delà du rôle qui avait été posé pour lui initialement. Dixit aujourd'hui, c'est 15 millions de boîtes vendues dans la gamme, un jeu de base, 10 extensions, une licence où on allait chercher Disney il y a 2 ans, et qui a été vraiment une collaboration extraordinaire et un moyen d'aller toucher d'autres gens. On a vraiment eu la volonté que chaque jeu Dixit, extension Dixit, et même pour Disney, il y a le même dos de cartes. C'est-à-dire que l'univers est interpénétré, tous les jeux peuvent être joués les uns avec les autres, et le jour où on sort un autre jeu de Dixit, il a déjà 10 extensions, il y a déjà 1000 cartes qui existent pour lui. L'univers, on a envie de le poser, ça fait partie des prochaines étapes, de dire que Dixit, c'est la planète des rêves, c'est la planète où tu vas quand tu rêves, et voir ce qu'on va pouvoir poser comme lore, et pour du jeu de société, et pour d'autres éléments qu'on pourra amener sur le jeu ensuite.
Ah, pour les bons en maths, ça fait 15. Et voilà, on arrive au terme de cette émission. On ne va pas vous laisser sans un dernier tirage au sort, quand même, évidemment. Cette fois gagné, on vous propose donc un Times Up Best Of, un double et un Dixit. Donc si vous êtes prêts pour le dernier lot, une chance de gagner, c'est le tout dernier tirage au sort. Mettez-y le paquet. Ah ouais, c'est maintenant. Point d'exclamation, 30 ans, c'est parti. Donc vous avez cette petite minute qui vous sépare de ce lot. Donc allez-y, participez. Vous avez vu la plupart des lots, il y avait à chaque fois 2 ou 3 types de jeux différents. Encore une fois, l'idée c'est de vous faire découvrir plusieurs typologies, comme ça vous allez à la fois avoir un petit peu de jeu d'ambiance, un petit peu de jeu un peu plus plateau. Alors, pour beaucoup, vous les connaissez déjà, mais néanmoins, l'idée c'est d'avoir plein d'approches et donc de pouvoir aussi identifier ceux qui vous plaisent le plus, ceux qui vont peut-être vous demander une seconde lecture, de réessayer une partie avant de comprendre tout l'univers ludique et puis de le prendre ou pas pour soi. Hein. On est évidemment un peu tous différents dans notre approche, donc il y a des jeux qui résonnent et puis d'autres qui résonnent un peu moins. Ça fait partie aussi de l'histoire qu'on a avec les jeux qu'on croise et qu'on découvre. Et puis, on célèbre les 30 ans, c'était un anniversaire, il fallait bien des cadeaux, évidemment. Je vois Togepi qui nous demande, on a déjà fait le tour des 30 jeux. Non, je te rassure, on a fait juste les 15 premiers. Il y aura une deuxième émission plus tard, sur laquelle on reviendra sur 15 autres jeux. Là, on s'arrête à peu près au seuil de l'année 2009. Donc autant vous dire qu'il reste quand même pas mal de chemin. Il reste quelques années bien remplies. Mais comme quoi, déjà, cette première partie était très productive. Bravo à Super Samsoul qui remporte le tirage au sort. J'aime beaucoup ce pseudo. Bravo à tous ceux du coup qui en auront remporté un pendant toute cette session. Bravo à tous. Merci véritablement à vous tous pour votre participation. C'était super de pouvoir aussi compléter les approches qu'on avait et notre discours par aussi vos expériences. Ça rend toujours l'émission beaucoup plus riche. Donc merci à tous d'avoir participé. Que vous dire d'autre ? En gros, là c'est l'été qui arrive, donc les festivals d'été. Donc évidemment, on espère vous croiser là sur les prochaines dates où on sera, que ce soit à PEL, que ce soit à la Japan, on sera à la Japan Expo, que ce soit au Flip évidemment, si vous n'avez pas l'occasion, allez au Flip et découvrez un petit peu ce qu'est une ville quand elle se met aux couleurs du jeu comme ça pendant 12 jours. Enfin, c'est un truc hyper, c'est incroyable. Donc ouais, tout cet été, on espère vous retrouver tous et toutes sur les différents festivals et puis évidemment jouer, hein, comme toujours. Allez voir vos ludicaires parce qu'ils vont vous faire découvrir des jeux dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler. Donc toujours cette expérience comme ça d'avoir à la fois des contenus qui vous permettent de découvrir des jeux, puis des gens aussi qui vont pouvoir vous conseiller des jeux qui ont résonné avec eux et puis qui vont vous permettre vous aussi de faire ces découvertes. Exactement. Je pense que c'est tout. Je vérifie s'il n'y a pas de questions. Je crois qu'on nous a demandé si on faisait Essen. Ah oui, ouais. Alors, tout dépend quelle est la question en filigrane, mais oui, évidemment qu'on est à Essen. Alors c'est plutôt Asmodée Allemagne qui s'occupe d'Essen. Il y a une partie de l'équipe française qui y va, mais peut-être plus réduite, parce qu'on a effectivement pas mal de Français qui sont sur Essen, mais généralement on laisse plus la main. On n'y va pas systématiquement sur Essen. Grogal qui nous dit « Et venez en ludothèque ». Oui, aussi, absolument. C'est également un très bon endroit où découvrir des jeux. Et puis, on nous demande la date de la prochaine émission. Il y en aura une en juillet. On n'a pas encore exactement quelle est la date. Mais ça ne saurait tarder. Et puis, comme toujours, on l'annonce via nos réseaux sociaux. On essaye de faire un maximum de communication pour que vous ne la loupiez pas. Donc voilà, on espère vous retrouver encore au rendez-vous. Et puis, encore un grand merci à tous. On va faire un raid sur la cafetière. Les auteurs de jeux. Ah, raid sur la cafetière, nous dit-on dans l'oreillette. Il se trouve être des auteurs de jeux, donc on vous propose. Que vous connaissez bien. Oui, pour ceux qui. Eh bien, bonne journée à tous et encore merci.